Surtout, ne raccrochez pas. Bienvenue dans ce deuxième Zoom. 2 heures de contenu. Croyez-moi, ça va être dense encore. Alors, nous sommes en léger différé, c'est vrai, mais croyez-moi, le contenu va être très dense. Surtout, notez vos questions au fur et à mesure de ce Zoom. De cette façon-là, vous pourrez me les poser par mail ou sur le club Hypno-Coaching si des choses vous ont interpellé ou si vous avez besoin de précision. Donc, nous allons passer ensemble 2 heures encore, hein, et vous avez bien vu sur le premier Zoom des tonnes de contenu, et là encore, vous allez avoir des tonnes de contenu. 3 grandes parties ce soir. Une première partie qui va être un retour sur les homeworks que je vous ai demandé. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez toujours les partager, soit par mail, soit sur le club Hypno-Coaching, hein, de façon à pouvoir échanger. Donc, on va revenir sur ces homeworks, mais pas pour faire de la redite, mais vraiment pour que je vous donne quelques précisions sur ces différents homeworks, que je les enrichisse, que je vous montre à la fois leur puissance potentielle et quoi faire pour qu'ils gagnent en puissance. Car c'est vrai, je vais aussi vous en montrer les limites si vous ne rajoutez pas des choses par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc, ce retour sur les homeworks, il est vraiment très, très utile. Et encore une fois, ne le zappez pas, ce n'est pas de la redite, c'est vraiment un enrichissement essentiel. Ça va être le premier temps du Zoom de ce soir. Le deuxième temps, eh bien, on va aborder le coaching, voir un peu plus précisément ce que ça n'est pas. C'est un peu galvaudé quand même le coaching aujourd'hui quand on en parle, donc il est important de le préciser. Et puis l'essence du coaching, c'est le changement, donc on verra les étapes du changement en coaching. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important également. Les étapes du changement en coaching, donc. Et puis il y aura un troisième temps, le plus important, je pense, hein, alors pas en contenu, mais en temps. Et puis peut-être que c'est celui-là que vous attendez tous et toutes. Et ce deuxième temps, c'est l'hypnose. Voilà, c'était ma promesse. Vous serez capable, par un empilement de petits outils très utiles que je vais vous donner, de vous faire une induction, de vous emmener en auto-hypnose, de mettre un petit protocole même en place. Et puis également, pourquoi pas, si vous le souhaitez, hein, d'utiliser la même chose pour emmener quelqu'un en hypnose en toute sécurité, ça c'est sûr, c'est promis, et pour le meilleur, vraiment, ça c'est également une certitude. Voilà pour le programme. Petit préambule quand même, avant qu'on attaque et que je vous partage le PowerPoint qui va nous servir de support. Vous avez été assez nombreux à m'envoyer des demandes d'informations sur la formation hypno-coaching. Pour ceux qui n'ont pas été présents au premier Zoom de cette semaine d'initiation, retournez sur le replay 1, regardez les 10-15 dernières minutes où j'explique tout le déroulé de la formation hypno-coaching, donc une formation d'1 an. À l'intérieur de cette formation, plusieurs disciplines enseignées en transversalité, le coaching, l'hypnose, la PNL, l'EFT, le MDR, une formation très dense, 3 certifications en Zoom chaque semaine pendant 1 an, et puis 2 séminaires présentiels également. Une formation qui va faire de vous des grands professionnels, vraiment, si c'est ce que vous souhaitez et si c'est ce que vous recherchez. Donc, je vous rappelle, prenez rapidement rendez-vous. Le prochain cycle est presque complet. Ce sont des groupes de 20. Donc, surtout, faites vite. Il suffit de cliquer sur le lien que vous allez recevoir là tout à l'heure vers 22 heures par mail. Hein, et puis, vous le recevrez plusieurs fois, certainement, un lien de prise de rendez-vous qui permet d'échanger autour de vos projets et voir si cette formation est adaptée ou non. Je vous le redis une dernière fois, faites vite. Vous savez qu'en plus, cette formation, elle est en offre spéciale à un prix dont je suis extrêmement fier de pouvoir rendre ça aussi accessible, y compris même si besoin par un certain nombre d'étalements. Voilà, je n'y reviendrai pas, ou 2 minutes en fin de Zoom seulement, mais je voulais vous le dire, pour le prochain cycle, faites vite, prenez rapidement un rendez-vous d'information. On va donc maintenant rentrer dans les contenus, et pour ça, je vais vous partager mon petit PowerPoint. Allons-y. Hop, voilà. Je pense que vous avez maintenant mon PowerPoint à l'écran. Donc, on est parti pour cet atelier découverte numéro 2 et on ne va pas traîner parce qu'il y a du contenu. Donc, c'est vraiment parti. Et comme je vous le disais, on va maintenant commencer par revenir sur les homeworks. Première chose sur ces homeworks,
que je vous avais demandé de faire dans le homework numéro 1. Vous vous souvenez, hein, on avait parlé conscient, inconscient, système réticulé, activateur, subconscient. Et on avait vu l'importance de son petit discours intérieur et comment rédiger ses autosuggestions positives au jeu, au présent plutôt progressif, sans négation. Si je veux prendre un moment là maintenant pour revenir un petit peu sur ce homework numéro 1, c'est pour que vous en compreniez vraiment la puissance. C'est très, très puissant, ces autosuggestions. Je vous expliquerai tout à l'heure que ça ne suffit pas, il faut y rajouter des choses, mais c'est une base quand même de départ qui est extrêmement puissante. Et pour vous expliquer cette puissance, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Milton Erickson. Alors peut-être est-ce que vous connaissez au moins de nom Milton Erickson, puisque vous savez bien qu'en hypnose d'accompagnement, on parle énormément d'hypnose ericksonienne. Alors, Milton Erickson, c'est un jeune homme, génération Freud. Et à 16-17 ans, Milton Erickson, il fait une attaque de polio, en réalité. Une attaque de polio qui va le laisser dans un sale état, puisqu'il entend même le médecin un soir dire à sa mère, vous savez, je ne sais pas trop si votre fils va passer la nuit. Finalement, Milton Erickson passe la nuit, survit et se retrouve dans un fauteuil roulant, paralysé par la polio. Il est tout jeune. Et chez ses parents, il y a un magnifique jardin, des grandes baies vitrées. Dans son fauteuil, là, il passe son temps devant ces baies vitrées, comme s'il se visualisait dans ce jardin en se disant, mais qu'est-ce que je voudrais marcher à nouveau dans ce jardin, qu'est-ce que j'aimerais à nouveau retrouver mon autonomie. Il passe son temps devant ce jardin, devant ces baies vitrées. Et puis, il y a tout un tas de concours de circonstances, et entre autres, un jour, son infirmière qui lui dit, tu sais, tu devrais te réapproprier ton corps zone par zone, prendre soin de ton corps zone par zone. Et dans la tête de Milton Erickson, ça devient un truc comme je suis en train de remettre mes doigts de pied en mouvement, je suis en train de remettre mes pieds en mouvement, je suis en train de remettre mes chevilles en mouvement, je suis en train de remettre mes mollets en mouvement, mes cuisses en mouvement. Et Milton Erickson va passer dans une espèce d'autosuggestion positive quasi permanent associée à cette espèce de visualisation dans le jardin, et chose absolument incroyable. 1 an et demi après, Milton Erickson marche et fait du canoë. Incroyable. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Milton Erickson, ça n'est pas Jésus non plus. À savoir que son corps avait toujours les moyens de se remettre en route. Voilà, tout n'était pas cassé. Mais ce qui est absolument remarquable, c'est qu'il a su l'activer grâce aux autosuggestions. Donc, il n'y a pas de miracle dans les autosuggestions. Une autosuggestion ne réparera jamais une jambe cassée. Mais quand il y a encore des choses possibles, ça peut être d'une puissance incroyable. Regardez donc le cas de Milton Erickson. Alors, Milton Erickson, forcément, son histoire l'interpelle. Il est tout jeune, il va faire des études. Il devient psychiatre. Et une fois ses études de psychiatre terminées, Erickson se penche à la recherche de tout ce qu'il pourrait trouver qui se rapproche de ce qu'il a intuitivement utilisé pour lui-même, finalement. Et Erickson va découvrir que le plus proche, la copie de ce qu'il a utilisé pour lui-même, c'est l'hypnose et l'autosuggestion hypnotique. Alors, on était à une époque où l'hypnose était encore très directive, etc. Et Erickson va se réapproprier l'hypnose d'une manière différente, plus conversationnelle, et va poser les bases de ce qu'on utilise le plus fréquemment aujourd'hui et sur lequel on se forme, même si on se forme à toutes les formes d'hypnose dans l'hypnocoaching, et sur lesquelles donc on se forme et qu'on utilise le plus souvent dans l'hypnose d'accompagnement. Donc, une histoire incroyable qui vous montre la puissance vraiment de l'autosuggestion. Donc, vous voyez, ne négligez pas ce homework numéro 1, ça peut avoir beaucoup, beaucoup de puissance. Alors, deuxième anecdote pour vous montrer la puissance de tout ça et la puissance de ces outils, une anecdote qui est beaucoup plus proche de vous, de moi, puisque c'est l'histoire d'Hélène, que pour ceux qui feront hypno-coaching, la formation professionnelle, vous rencontrerez, puisque Hélène, elle est aujourd'hui formatrice dans la formation hypno-coaching et elle a une histoire incroyable, Hélène. Hélène, aujourd'hui, enfin depuis longtemps, elle est dentiste, elle est formée en hypnose médicale, entre autres, depuis des années et à plein de choses. Et elle a quitté aujourd'hui son métier de dentiste pour travailler dans l'accompagnement et dans la formation avec moi. Chose incroyable, c'est son histoire à Hélène. Quand elle est toute jeune, début de ses études de dentaire,
ça ne va pas du tout. Et en fait, elle consulte et elle est diagnostiquée narcoleptique. Alors, la narcolepsie, soit ce sont des gens qui s'endorment n'importe où, n'importe quand, soit ce sont des gens qui dorment plus du tout. Et Hélène est dans ce deuxième cas et ça bloque toute sa vie. Alors, elle suit les préconisations des médecins, les traitements médicaux, mais les médecins lui disent, tu sais, les études, ce ne sera pas possible, la vie de famille, ce ne sera pas possible. Voilà, ta vie aujourd'hui, bah, il va falloir l'adapter au handicap parce que bah, tu vas rentrer dans une vie très limitée. Voilà. Alors Hélène fait tout ce qu'on lui dit et en même temps ne se résigne pas et un peu par hasard va découvrir l'hypnose et va découvrir la méditation. Et Hélène va s'approprier l'hypnose et la méditation et va faire énormément d'auto-hypnose. Elle va l'intégrer dans sa vie très régulièrement. Alors, vous pensez bien qu'il ne s'agit pas d'une petite séance de 5 minutes tous les 10 jours. Hein. Elle va vraiment se l'approprier, l'intégrer dans sa vie tous les jours. Et vous savez que 10-20 minutes d'auto-hypnose, c'est 1 à 2 heures de sommeil récupéré. En réalité, c'est extrêmement récupérateur, extrêmement positif pour l'énergie. Et chose absolument incroyable, grâce à ces pratiques de l'auto-hypnose, de la méditation en pleine conscience, alors qu'elle était tout jeune, grâce à cette appropriation, Hélène va reprendre une vie absolument normale, va finir ses études de dentiste, devenir dentiste, fonder une famille, 3 enfants, et devenir même absolument hyperactive. C'est incroyable tout ce qu'elle peut faire, Hélène, et puis la qualité de ce qu'elle fait, je vous le garantis pour ceux qui suivront hypno-coaching, ces interventions incroyables sur l'EMDR, sur la douleur. Et donc, vous voyez là encore la puissance incroyable de ces outils qui lui ont permis vraiment de mener une vie normale, alors que vous savez quoi, son neurologue aujourd'hui, il ne veut plus la voir parce qu'il ne comprend pas comment, avec la pathologie qu'elle présente, elle peut mener une telle vie. Ça lui paraît absolument incompréhensible. Donc, vous voyez à quel point ces outils peuvent être puissants. Hein. Mais il n'y a pas de miracle, c'est une réelle appropriation, hein, c'est un vrai mode de vie, c'est une mise en place. Hélène, aujourd'hui, continue chaque jour à organiser sa vie avec de l'auto-hypnose, avec des moments de méditation adaptés qui lui permettent de mener une vie absolument normale et même sans doute beaucoup plus active que la plupart des gens qui ne présentent pas de troubles. Donc, je voulais vous raconter ces 2 anecdotes, celle de Milton Erickson et puis celle d'Hélène, que j'espère certains d'entre vous rencontreront, vraiment pour que vous compreniez à quel point ce homework numéro 1, ces pensées positives mis dans la bonne direction, ces autosuggestions qui vraiment peuvent donner des directions à nos vies, sont puissantes. Alors attention, par contre, juste se les répéter comme ça ne va pas suffire en réalité. Je vous avais expliqué la dernière fois la neuroplasticité cérébrale, la répétition, c'est important, l'association à la visualisation. Vous vous souvenez du premier zoom, hein, le cerveau ne fait pas bien la différence entre la réalité et l'imagination. Cela étant, il va y avoir une autre dimension qui va être essentielle et qui la plupart du temps est oubliée et n'est pas donnée hein, dans tout ce qu'on voit sur la pensée positive, etc., etc. Et du coup, qui fait que ces espèces de pensées deviennent une fuite. Cette dimension qu'il faut absolument associer, c'est celle de l'action. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas des actions tous les jours qui vont dans le sens de ces nouvelles pensées, ça ne va pas fonctionner. En fait, l'inconscient va commencer à entendre ces nouvelles autosuggestions. Il va se dire, ah ben c'est cool, j'ai l'impression que ça va changer. Et puis comme il n'y a pas d'action qui arrive avec, eh ben, en fait, il se dit, ah ben non, finalement c'est comme avant, et il se met en pause. Il va même devenir encore plus difficile à réactiver puisqu'il a cru à quelque chose et que ça n'a pas marché. Donc, pour tous les gens qui diraient, moi, ça ne fonctionne pas, la pensée positive, j'y arrive pas, machin, etc., ne vous désespérez pas, c'est peut-être tout simplement que vous n'y avez pas associé cette notion d'action. Alors, quand on dit action, attention aussi. Attention aussi parce que alors, j'y participe parfois hein, à ces vidéos, vous savez, qu'on met sur les réseaux sociaux, des vidéos qui ne sont pas vraiment du coaching, d'ailleurs plus de la motivation, ou parfois, quand on entend ces vidéos de motivation, on a l'impression de se mettre en action. C'est faire des choses incroyables, des trucs de la mort qui tue, comme j'ai l'habitude de dire, où je suis timide, complètement timide. Et pour dépasser cette timidité,
il faudrait que j'aille parler devant 2000 personnes à une foule en délire. Et la plupart du temps, bien sûr, les gens se sentent incapables de faire ça, ils ne font rien du tout, ça les paralyse plutôt qu'autre chose. Donc, attention à cette notion d'action. On parle beaucoup aussi dans le développement personnel de sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Et oui, c'est très important de sortir de sa zone de confort, mais pas n'importe comment. On a besoin, pour sortir de sa zone de confort, de rester dans une certaine sécurité. On est beaucoup plus efficace à ce moment-là, dans une forme de sécurité ontologique. Je vous donne une métaphore un peu pourrie pour illustrer ça, mais si vous sautez d'un avion sans parachute, vous sortez de votre zone de confort. Mais vous allez vous écraser comme un gros tas tout en bas. Vous serez sorti de votre zone de confort, ça aura servi à rien, ce sera pire. Si vous ne savez pas nager, que vous plongez dans l'eau où il y a 10 mètres sans avoir pied, vous allez vous noyer. Non, la chose intelligente, c'est quoi? Vous ne savez pas nager, vous n'avez pas confiance, vous allez voir le maître nageur. Et là, il vous sort de votre zone de confort, mais en sécurité. Il vous met la tête sous l'eau, il vous enlève la perche. Quand vous n'avez pas pied, ce n'est pas confortable. Vous sortez de votre zone de confort, mais à un moment donné, vous savez nager, vous retournez dans l'eau, vous êtes en confiance. C'est ça, une sortie de zone de confort intelligente. Or, on a l'impression qu'il faut faire des actions incroyables et ça bloque les gens et c'est souvent une erreur. Non. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir associer comme action à ces pensées positives? Pas des trucs énormes. Enfin, si vous vous en sentez capable, faites-le, mais la plupart du temps, c'est ce qui bloque les gens. Non, associer des petites actions accessibles chaque jour, répétées, amplifiées au fur et à mesure à vos pensées positives. Et ça va leur donner une puissance incroyable. Si vous êtes très timide, par exemple, eh bien, en même temps que vous vous dites je m'aime, je m'accepte chaque jour davantage et je m'ouvre de plus en plus aux autres et prends de plus en plus plaisir à être dans une communication agréable et fluide. Bon, je vous dis ça comme ça me vient. Eh bien, il va falloir associer des petites actions à ça. Alors peut-être que la première semaine, ça va juste être de dire tous les gens que je croise et que je connais un peu, je vais les regarder dans les yeux. Et puis la semaine d'après, non seulement je vais les regarder dans les yeux, mais en plus je vais leur dire bonjour. Et puis la semaine d'après, je vais les regarder dans les yeux, je vais leur dire bonjour et je vais leur poser une ou deux questions pour engager la conversation. Des petites actions accessibles, sachez-le, les petites actions répétées, c'est ça qui fait les plus grandes différences dans le changement. Souvenez-vous, tous les plus grands changements, ils ont commencé par une journée. Tous les plus grands changements, ils ont commencé par un premier pas. Et c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment un message que je voudrais vous faire passer. Méfiez-vous de ces sorties de zone de confort qui n'en sont pas et qui paralysent les gens ou qui font qu'ils s'écrasent complètement. Choisissez de faire des choses intelligentes, sortez de votre zone de confort quand même, hein, mais en sécurité, et avec des petites actions accessibles et répétées que vous allez vraiment, vraiment pouvoir mettre en place. Et là, vous verrez, ça va prendre une puissance incroyable et beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Voilà, je voulais revenir sur ces homeworks, sur ce premier homework dans cette première partie, parce que ça me semble absolument, absolument essentiel. Seconde partie, maintenant, c'était homework numéro 2, pardon. C'était, vous savez, je vous avais demandé vos projets, vos objectifs, en choisir 3. Merci d'ailleurs pour ceux qui me les ont partagés, pour ceux qui sont allés sur le club Hypno Coaching. Voilà. En fait, attention, on associe souvent à ces grands objectifs la fameuse loi de l'attraction dont on parle beaucoup, beaucoup dans le développement personnel. Alors attention, j'ai rien contre la loi de l'attraction, mais là encore, je vous avais dit que je prendrais de temps en temps le contre-pied du développement personnel. Attention, attention, de la façon dont elle est présentée, très souvent incomplète, mal utilisée, présentée comme un miracle, et bien souvent, elle ne sert à rien, voire elle met les gens dans une forme de fuite qui finit à un moment donné par les désespérer parce que rien ne bouge. Et il y a même des chercheurs en psychologie qui ont montré qu'elle pouvait être dangereuse quand elle était mal utilisée. Je vous donne un petit exemple, puis après, je vais vous proposer une vraie remédiation. En fait, il y a vraiment eu des expériences qui ont été faites. Vous savez, cette loi de l'attraction, elle est très utilisée pour l'argent. Je suis en train de devenir riche. Je me comporte comme si j'étais riche. J'agis en riche, etc. Comme ça va attirer l'abondance. Sauf qu'à un moment donné,
quel est le meilleur moyen de se comporter comme un riche? Ben, c'est de faire des crédits à 20% et c'est de se retrouver surendetté avec ce type de crédit. Il y a des expériences qui ont montré que certaines personnes qui ont utilisé la loi de l'attraction de cette façon-là pour l'argent se sont retrouvées en réalité en surendettement. Ça a été catastrophique. Donc, la loi de l'attraction employée comme ça, de cette façon-là, simpliste, elle ne suffit pas, elle peut même être dangereuse. Alors, il y a une chercheuse en psychologie allemande qui travaille à l'université de New York, qui est une spécialiste de l'atteinte d'objectifs, qui est une spécialiste de la motivation et qui a fait des centaines d'expériences autour de ça. Elle s'appelle Gabrielle Oettingen. Et Gabrielle Oettingen, elle a fait des centaines d'expériences sur des groupes représentatifs et elle en a tiré une méthode en 4 points. En fait, elle a repéré 4 étapes qui font que les gens qui suivent ces étapes vont toujours plus loin que les autres dans la réussite et dans l'atteinte de leurs objectifs. Vous savez quoi? Je vais vous livrer ces étapes parce que c'est vraiment, vraiment très, très important. Alors, première étape, et là, vous voyez que la loi de l'attraction est quand même intelligente. Ben, la première étape, c'est comme la loi de l'attraction. Je me visualise dans la réussite comme si j'y étais. Voilà. Je suis en train d'atteindre mon objectif. C'est absolument incroyable. Je le ressens, je le vis, je sens les émotions. Ça, c'est bien la première étape, comme quoi cette partie de la loi de l'attraction, elle est quand même intelligente. Mais deuxième étape, et c'est une deuxième étape un peu contre-intuitive, c'est ce que Gabriel Oettingen a appelé le mental contrast, le contraste mental. D'ailleurs, si vous tapez contraste mental, vous trouverez sur Internet Gabriel Oettingen. Qu'est-ce que c'est que ce mental contrast, ce contraste mental? Je vais rester connecté en réalité à cette visualisation de réussite, à ces émotions que je ressens. Je vais rester connecté à cette dimension de réussite. Mais en même temps, je vais mesurer les difficultés pour y aller. C'est ça le contraste mental. Je vous donne un exemple. Imaginons, moi, Philippe, je veux gravir l'Everest. Voilà. Et je me vois. Je suis arrivé, je suis sur le toit du monde, une sensation incroyable. Je suis presque Dieu. Je plante mon petit drapeau, Philippe. Je suis sur le toit du monde. C'est absolument exceptionnel. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le contraste mental. Je mesure les difficultés pour y aller. Quel entraînement physique? Quel matériel? Est-ce que j'ai besoin d'un guide? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'oxygène ou que la météo est mauvaise? Comment je me relie? Comment je communique? Etc. etc. Parce que si je ne fais pas tout ça, il se pourrait que je meure en montant, en réalité. Donc, cette deuxième étape, elle est absolument fondamentale. Et dans les lois d'attraction, on n'en parle jamais. Donc, première étape, je me connecte à ma réussite. Deuxième étape, contraste mental, je mesure les difficultés. Troisième étape, c'est l'étape de l'opérationnel, en quelque sorte. Où, quand, comment, avec qui, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Je pose mes objectifs, mes ressources, mes besoins d'apprentissage aussi, ça c'est très important, c'est souvent quelque chose qui est oublié. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour que ça fonctionne? Et puis je vérifie, alors on apprend ça bien sûr dans l'hypno-coaching, mais vous le savez sans doute déjà, comme dans plein de formations, management ou autres, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables et ambitieux, réalistes et pertinents, inscrits dans le temps. Alors moi, j'ai tendance au SMART à rajouter un E et un F. C'est que cet objectif SMART, il faut également qu'il soit écologique, qu'il soit bon pour moi, bon pour mon environnement. Et puis également que cet objectif SMART, il soit fun. On réussit beaucoup mieux les choses quand on y prend plaisir, quand ça a du sens, en fait. Alors, fun, ça ne veut pas dire que ça a du plaisir tout le temps, mais ça veut dire que même dans les difficultés, ça a tellement de sens que c'est vraiment plaisant de le faire. Donc voilà, première étape, je me connecte à ma réussite. Deuxième étape, je mesure les difficultés. Troisième étape, l'opérationnel. Où, quand, comment, avec qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Et il y a une quatrième étape qui est incroyablement intelligente. C'est l'étape que Gabriel Oettingen a appelée l'étape du if-then, l'étape du si. Alors, c'est une étape très, très intelligente qui nous interroge sur nos patterns. Un pattern, c'est un schéma sur nos schémas d'auto-sabotage. D'ailleurs, pour ceux qui s'inscriront dans l'hypno-coaching, c'est marrant parce qu'en général, juste 15 jours, 3 semaines avant la formation, j'envoie quelques homework.
Et entre autres, je demande aux futurs étudiants de me dire comment ils s'y prennent en général quand ils ont réussi quelque chose, des choses dans leur vie, comment ils sont pris. Il y a souvent des points communs, mais aussi quand ils ont échoué dans des choses, comment ils s'y sont pris. Il y a souvent des points communs, là encore, il y a souvent des stratégies répétitives d'échec que l'on appelle des patterns d'auto-sabotage. Et Gabrielle Oettingen nous interroge, elle dit repérez vos stratégies d'échec et anticipez des choses pour pouvoir les dépasser. C'est ça le if-then. Si mon pattern d'auto-sabotage principal arrive, alors j'aurais prévu quelque chose qui va me permettre de continuer quand même et de le dépasser. Je vous donne un exemple qui vaut que ce qui vaut. Imaginons que si mon pattern d'auto-sabotage, c'est j'ai tendance à un moment donné à me décourager, à arrêter de communiquer, à me renfermer sur moi-même et puis à tout arrêter sans rien dire à personne et en me mettant dans la fuite. C'est un pattern d'auto-sabotage qui est assez fréquent, ça, vous savez. Alors, donc, si ce pattern d'auto-sabotage à un moment donné dans mon projet arrive, alors j'aurais dès le départ mis en place une communication avec tous les amis où je leur aurais dit que 2 fois par semaine, je les tiens au courant de ce que je fais, de mon état d'esprit, etc., etc. Et à un moment donné, ils vont le sentir. Ma communication va être différente, où il n'y aura plus de communication du tout. Donc, ils auront été prévenus, ils vont venir me voir, on va discuter. Alors, ce n'est pas une certitude à 100% que ça relance mon projet, hein, mais quand même, ça donne une très forte chance supplémentaire de pouvoir dépasser ce moment difficile, de sortir de la fuite et de s'y remettre pour réussir. Donc, vous voyez, cette méthode, elle est particulièrement intelligente. Un, je me connecte à ma réussite. Deux, je mesure les difficultés. 3, c'est l'opérationnel ou quand commande avec qui, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Et 4, la méthode du if-then, alors qui demande une vraie décision à l'avance, hein, parce que ça veut dire que si je mets ça en place, c'est comme si j'anticipais que je m'interdisais la possibilité de fuir comme d'habitude, quoi. Donc ça demande aussi une vraie décision, une vraie motivation. Mais Gabrielle Oettingen, dans les centaines d'expériences qu'elle a menées, a montré que les gens qui suivaient ces 4 étapes allaient tous plus loin dans la réussite de leurs objectifs que les autres. Donc je vous l'offre, cette méthode, et je pense que c'était un complément indispensable au homework numéro 2 que je vous avais présenté. Bien. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, je vous rappelle, hein, si vous avez des questions sur tout ça, si vous les notez au fur et à mesure, vous m'envoyez des petits mails ou vous interagissez sur le club Hypno Coaching. C'est promis, je vous répondrai à toutes et tous. Et croyez-moi, avec beaucoup de plaisir, hein. C'est notre chat du jour pour remplacer le chat puisqu'on est en léger différé. Troisième, alors j'espère, vous pouvez me dire aussi si vous avez l'impression qu'il manque des choses, hein, ou si ça ne vous plaît pas. Vous savez, quand on est en direct, j'ai tendance à dire est-ce que c'est OK? Rassurez-moi. Ben là, c'est la même chose. Rassurez-moi. Envoyez-moi un petit mail. Envoyez-moi un petit mot sur le club Hypno Coaching. Vous savez, je me sentirai moins seul et j'aurai l'impression d'être un peu utile. J'aurai l'impression de vraiment vous apporter quelque chose et que vraiment le contenu vous est utile et vous passionne. Allez, on continue à avancer. Donc, troisième homework, vous vous souvenez, c'était je deviens coach et je me fais coacher, le SPIR. Et ça va me permettre, alors je vous avais donné déjà quelques indications sur ce qu'était le coaching et ce qu'il n'était pas. Je vous avais dit, c'est pas prendre le fouet, etc., mais c'est éviter de conseiller. Mais vous savez, le mot coaching aujourd'hui est tellement galvaudé que ça énerve les gens souvent. En fait, aujourd'hui, je suis d'ailleurs très surpris, vous savez, dans les petits rendez-vous, et j'espère que vous allez en prendre encore plus avec moi. J'ai eu la joie déjà de rencontrer du monde, que certaines personnes se soient inscrites déjà dans les gens qui suivent l'initiation, là, à la formation de septembre. Pour ça qu'il reste plus à la prochaine, au prochain cycle, pardon, vous vous souvenez, il y a 3 cycles, hein, 3 cycles par an, janvier, septembre, octobre, et puis j'en ai oublié un, c'est mai au milieu. Donc il y a un cycle tous les ans qui part en janvier, un autre qui part en mai, et puis un autre qui part en septembre, octobre. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à venir vers moi pour ça. Et vous savez, dans ces petits rendez-vous qu'on a avec les gens, que j'adore parce que c'est une découverte de vos réalités aussi, on voit où vous en êtes, si la formation est utile pour vous. Et souvent, les gens me disent ah ouais, je voudrais bien me former en hypnose ou en EFT. Mais je suis déjà coach. Hein. OK? Tu t'es formé où? Tu coaches comment?
Et pour les gens, c'est comme si être coach, il n'y avait pas besoin de se former. C'était un truc, voilà, je suis coach, hein, moi j'aide les gens. Je suis coach. Non. Et ça, et je vais vous expliquer un peu plus précisément les choses. Et ça, c'est un peu renforcé, du coup, quand je vous dis que c'est galvaudé, avec tout le respect que j'ai pour ces métiers-là, quelquefois le coiffeur est coach, la prothésiste ongulaire est coach, enfin bref, tout le monde est coach, quoi, et on ne s'en retrouve plus. En réalité, moi, je suis vraiment fier d'être coach et formateur de coach. Le coaching, pour moi, c'est un métier, c'est une discipline, et au-delà de ça, même sans doute, c'est un mode de vie. Je suis très attaché à ça. C'est pour ça qu'il est important pour moi de recaler un petit peu les choses. Et puis, vous savez, dans la formation hypno-coaching, j'amène les étudiants à faire ce que j'appelle des pré-talks. Donc, tout talk en anglais, hein, parler et expliquer, et pré avant. Donc, des explications très professionnelles préalables. Parce que c'est très important. Les gens, ils ont besoin de comprendre, d'être mis en confiance, etc. Vous ne pouvez pas savoir à l'époque où je travaillais encore en cabinet, en coaching personnel et professionnel, le nombre de clients, de contrats que j'ai pu faire dans des cocktails, etc., parce que les gens m'interpellaient. Souvent, quand je disais que j'étais coach, ils disaient, ah ouais, cette espèce de métier, ce truc à la mode qui vient de l'anglais, n'importe quoi. Et là, moi, j'en profitais pour rebondir. Et je leur disais, tiens, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que tu sais qu'en réalité, le mot coach, il ne vient pas de l'anglais. L'étymologie du coaching, en réalité, elle est française. Le coach, un coach, le mot coach, il vient du mot cocher. Et le cocher, c'est celui qui accompagnait son client d'un point A à un point B en toute sécurité. Eh bien, tu vois, le métier d'un coach, c'est exactement ça. C'est d'accompagner son client d'un point A à un point B en toute sécurité, et même encore mieux que le coacher, c'est sur ce type de trajet de le rendre après autonome pour qu'il puisse y aller tout seul, en toute autonomie et en toute sécurité. C'est ça le métier d'un coach, c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec la thérapie, hein, où on est plus centré vers le passé. Dans le coaching, et en particulier dans l'hypno-coaching, avec la puissance de l'hypnose, parce que bien souvent, ce qui nous empêche d'avancer du présent vers le futur, c'est des patterns d'auto-sabotage qui sont bien inscrits dans l'inconscient. Et là, tout ce qu'on apprend sur l'hypnose va permettre d'être encore plus puissant. Mais globalement, en coaching, on ne va pas refaire toute l'histoire passée, etc. Donc, la thérapie et le coaching sont deux disciplines avec des porosités, hein, ça c'est certain, mais qui sont différentes et qui peuvent être extrêmement complémentaires. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment, avec un discours cohérent, professionnel, vous pouvez attirer les gens, leur expliquer ce qu'est le coaching. Et c'est vraiment très, très important que vous le compreniez, ce qu'est le coaching, et je vais encore essayer, en tout cas, de vous l'expliquer encore un petit peu mieux. Donc, vous avez bien compris, avec cette étymologie du mot coaching, que l'enjeu majeur, essentiel de l'activité d'un coach ou d'un hypno-coach, c'est le changement ou l'accompagnement au changement. Mais alors, ça se passe comment un coaching? Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, hein, le coach, il doit toujours répondre à une demande. Résister à cette envie d'aller sauver le monde et d'aller sauver des gens qui n'ont rien demandé du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec des gens qui sont en souffrance, vous ne pouvez pas leur dire si un jour tu veux évoluer, etc., bah, tu sais qu'il y a des solutions, puis ils vous appellent quand ils sont prêts. Mais si vous allez les seriner pour leur dire comment il faut faire, alors que pour l'instant, vous allez activer les résistances et vous allez retarder leur changement en réalité. Donc, un coach, il ne va pas sauver le monde, il ne va pas transformer les gens en victimes, il va répondre à des demandes. Et c'est ça qui va donner toute l'efficacité au coaching. Mais alors, c'est quoi un coaching? C'est quoi le métier d'un coach? Le métier d'un coach, c'est d'abord d'explorer la réalité de la personne. C'est quoi sa réalité vécue actuellement quand elle vient? Voilà. Sa vie professionnelle, de couple, de famille, comment tout ça se passe. Voilà. Et un coach va commencer par explorer, par découvrir la réalité de son client. Puis, il va essayer de comprendre le décalage entre la réalité que la personne vit et puis la réalité désirée, la réalité visée. Parce qu'il est bien évident que si la personne vient voir un coach, c'est qu'entre ce qu'elle vit et ce qu'elle voudrait vivre, au moins sur un domaine précis, ben, il n'y est pas. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un décalage. Parce que si elle l'avait déjà atteint, vous pensez bien qu'elle ne viendrait pas payer un coach. Donc, le job du coach,
c'est de comprendre la réalité vécue par la personne et le décalage qu'il y a entre cette réalité qu'elle vit et la réalité souhaitée. Alors vous allez me dire, et puis d'en faire prendre conscience la personne. Alors vous allez me dire, si elle vient voir un coach, c'est sûrement qu'elle en a déjà conscience. Oui, un peu, mais des fois, ce n'est pas clair du tout. Voilà. Et le fait de pouvoir en parler va permettre, avec le coach, le fait d'être écouté, d'entendre des reformulations, etc., va permettre de mieux comprendre et de mieux mettre en lumière ce décalage entre réalité vécue et réalité désirée. Et si ce décalage existe, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc le boulot suivant du coach, c'est d'identifier le problème qui empêche d'y aller vers cette réalité désirée en réalité. Parce que vous pensez bien que s'il n'y avait pas de problème, la personne ne viendrait pas voir un coach. Et souvent, le problème, la personne n'en a pas forcément conscience. Donc ça, c'est encore très important. Souvent, il y a un problème derrière le problème dans la personne. Voilà. Et tout le boulot du coach, c'est de tirer ces fils-là et d'ouvrir à la prise de conscience de tout ça. Et puis souvent, derrière ces problèmes, il y a des besoins. Besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de formation, besoin d'argent, besoin de sécurité, besoin... Voilà, il va falloir également amener tout ça à la conscience. Alors parfois, le coach va en avoir conscience avant la personne et il va falloir un peu de temps, plusieurs séances, pour que la personne rentre en compréhension de ces différents besoins. Mais en tout cas, une fois que le coach a exploré la réalité, compris le décalage avec la réalité désirée, compris le problème, on va être en mesure, coach et coaché, de se mettre d'accord sur la vraie demande. Donc, ensemble, c'est bien de là à là qu'on doit aller. Bien. Ça, c'est du coaching. Et c'est une différence avec la thérapie, cette clarification et ce départ vers quelque chose qui est très puissant en réalité. Donc, on est bien d'accord, on est des accompagnants, on n'est pas des soignants. Hein, et on n'est pas dans la thérapie, même si, je vous le dis encore une fois, il peut y avoir des porosités à certains moments entre les deux. Une fois qu'on a clarifié cette demande, eh bien, il va y avoir la notion de contrat. Alors, je vous entends déjà, contrat, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? En coaching professionnel avec l'entreprise, il est bien évident qu'il va falloir contractualiser. Ça, c'est plutôt le cadre, non pas d'hypno-coaching dont je vous parle en ce moment, mais de la formation Leader Coach qui est co-animée par Bruno, qui est une formation de coach d'entreprise, de dirigeant, d'organisation, d'équipe. Et Bruno, il enseigne tout ça à l'Université de Nantes, à celle d'Hanoï également. Et il est bien évident que quand on signe un contrat avec une entreprise, il faut qu'il soit clairement rédigé. Bon. Souvent tripartite d'ailleurs, parce que la personne coachée n'est pas toujours celle qui est la payeuse, qui est le donneur d'ordre. En coaching de vie, en coaching individuel, ce contrat, il peut être contractualisé, mais il peut être plus ou moins tacite aussi. Cela étant, il va falloir que les règles du jeu soient bien annoncées. La fréquence, quelle séance, quelle durée, quel prix, etc., etc. Ça, c'est pour le contrat un peu financier, mais il y a aussi dans le contrat moral. On est bien d'accord, ensemble, c'est par là qu'on va. Voilà. Il y a un engagement, une alliance grâce à ça qui va être très, très puissante. Donc, si je résume le boulot du coach, exploration de la réalité, compréhension du décalage avec la réalité désirée, et puis derrière tout ça, la compréhension du problème, voire des besoins, et la clarification de la demande, et le contrat qui est aussi bien les règles du jeu que, bien sûr, cette alliance ensemble d'aller vers ce changement, puisque l'enjeu majeur de l'activité d'un coach, comme c'est écrit sur la slide, c'est le changement. J'espère être clair. Si vous avez des questions complémentaires là-dessus, surtout, n'hésitez pas. Mail, Club Hypno Coaching. Je suis vraiment là jusqu'à la fin de cette initiation pour vous répondre. Surtout, sollicitez-moi. C'est important de ne pas laisser de zone d'ombre sur tout ça. Et en fait, ce modèle, réalité, problème, etc., il est quasiment réemployable. C'est un modèle pour tout le coaching, mais ça peut être un modèle de séance. À chaque séance, la personne arrive avec une nouvelle réalité, des choses à atteindre, etc., qui sont à l'intérieur du projet global. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, bien sûr, pour réaliser ce coaching, pour réaliser tout ça, il faut travailler tout plein de choses que l'on apprend forcément dans l'hypno-coaching, de l'anamnèse jusqu'au travail sur la personne, l'identité, les croyances, les émotions, l'estime, bref.
Il y a tout un tas de choses qui se travaillent et l'utilisation transversale des autres outils, hypnose, PNL, EFT, EMDR, donne une puissance incroyable à, à cette dimension de coaching, à ces processus de changement. Et d'ailleurs, en parlant de processus de changement, eh bien, on dit en coaching qu'il y a 4 étapes en fait dans le changement. Et que la première étape, c'est pour ça que je vous avais donné le SPIR, ben, la première étape, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de la nécessité, bien sûr, de changer quelque chose, mais de la prise de conscience, alors c'est important pour le coach et le coaché de prendre conscience du niveau de changement nécessaire. En fait, il y a 2 niveaux de changement, on peut même parler d'un troisième, mais pour l'instant, on va parler des 2 premiers niveaux de changement. Ce changement, il peut être de niveau 1, à savoir conjoncturel, ou de niveau 2, à savoir structurel. Et l'identifier au départ va changer le mode d'accompagnement en réalité. Alors, je vais vous donner 2 exemples très simples. Un exemple en coaching de vie, et puis un exemple en coaching d'entreprise qui sera peut-être encore plus clair pour vous. Imaginons quelqu'un qui vient voir un coach en me disant « Oh là là, ça va pas bien dans mon couple en ce moment. » Et puis le coach va questionner. Et puis il va se rendre compte que la personne a un boulot qui lui prend beaucoup de temps, que sa compagne ou son compagnon aussi, et qu'ils ont 3 enfants en bas âge. Bref, ils sont bien pris, sauf que lui, toutes ses activités de loisirs, toutes ses activités en dehors du boulot, il les a mises au moment où il faudrait être présent pour aller chercher les enfants à l'école, pour les aider à faire les devoirs, pour les emmener au sport, etc. etc. Ce qui fait que c'est sa compagne ou son compagnon qui se tape tout et que ça crée des tensions insupportables dans le couple et qu'il n'en avait pas vraiment pris conscience. Donc, une fois que cette prise, mais en questionnant, le coach se rend compte aussi qu'il y a toujours de l'amour dans le couple, il y a toujours des choses, des envies de faire des choses en commun, il y a toujours de la sexualité, etc., etc. Donc, en réalité, il va tout simplement suffire d'ajuster ces temps de loisirs, d'en supprimer quelques-uns ou de les déplacer au niveau horaire. Pour certains, peut-être le midi, par exemple, quand il est sur place au boulot ou autre. Bref, en faisant ça, il va dégager du temps pour se réinvestir et soulager sa compagne ou son compagnon au niveau des enfants, etc., etc. Là, on est dans un changement qui est très simple, un changement qui est conjoncturel. Et ça ne va pas être la peine de passer 15 heures de coaching là-dessus. À partir du moment où la personne en a conscience, où elle est décidée à ce que ça change, eh ben, éventuellement, on met une seconde séance de coaching pour vérifier un peu ce qui est mis en place, voire une troisième pour assurer le suivi un peu plus loin dans le temps, puis c'est terminé, pas la peine de passer 15 heures de coaching pour ça. Donc là, on est sur des coachings qui sont courts, qui sont puissants, et sur des choses qui peuvent être, à partir du moment où la personne en prend conscience, assez simples à résoudre. Imaginons la même personne qui vient, un problème de couple, et en fait, on se rend compte que quand il y en a un qui rentre à la maison, l'autre sort, qu'il n'y a plus d'envie de faire des choses en commun, il n'y a plus de sexualité dans le couple, etc., etc. Là, on va rentrer sur un accompagnement plus long qui peut-être va même évoluer vers un coaching de couple ou vers le fait de conseiller la personne pour aller vers un thérapeute de couple. Mais il va y avoir une remise en cause de tout ça beaucoup plus profonde qui pourrait peut-être même amener à un divorce. On est donc dans un niveau de changement structurel et l'accompagnement va être forcément plus long. Et pour réussir ce niveau de changement, ce changement structurel, il va même y avoir un travail sur un niveau 3 qui est un niveau identitaire en réalité. Ça va amener à une remise en question et à un changement identitaire. Alors, on voit tout ça dans l'hypno-coaching, bien sûr, mais qui va permettre de dépasser en fait ce problème de niveau 2. Donc, vous voyez, le changement structurel, il est plus profond, il est plus en profondeur. Je vous donne rapidement un autre exemple d'entreprise parce qu'il est très clair et il vous montre l'importance de comprendre en fait le niveau de changement. Cet exemple d'entreprise, c'est l'exemple de l'entreprise Kodak. Kodak, ça vous dit certainement quelque chose, même si on n'en parle plus aujourd'hui. En fait, Kodak, c'était le leader sur le marché de la photographie argentique. Et puis, le numérique est arrivé. Et Kodak n'a pas tellement pris en compte le numérique. Ils ont pensé que c'était une mode, que c'était un truc conjoncturel. Et ils ont consacré très peu de temps à mettre des choses en place sur le numérique. Et bien sûr, ils ont failli en mourir
Ils ont presque tout perdu parce qu'on était en plein bouleversement structurel au niveau de la photographie. Donc, vous voyez l'importance de saisir au départ pour le coach, si on est plutôt, et bien sûr pour le coacher, si on est plutôt sur quelque chose de conjoncturel, en quel cas l'accompagnement va être plutôt court, ou de structurel, en quel cas il va être plus long et beaucoup plus profond aussi. Ça va être une remise en cause vraiment identitaire derrière pour pouvoir changer les choses. J'espère que ça, c'est clair pour vous. Cette première étape de prise de conscience et de compréhension du niveau de changement, ça, c'est vraiment pour un coach quelque chose d'essentiel au départ. La deuxième étape dans le changement, dans l'accompagnement au changement, c'est le désir et la volonté de changer du coaché. C'est quel est son degré de motivation pour atteindre un autre état. Et là, croyez-moi, la motivation, ça ne se mesure pas à la gueule. Vous allez avoir des clients qui vont vous dire « Oh, ben alors là, je peux vous dire, je suis motivé. Hein. Oh, ben alors là, je vais changer. Hein. Oh, ben vous allez voir ce que vous allez voir. » Et puis, en fait, il ne se passe rien du tout. Le seul moyen de mesurer le degré de motivation, c'est est-ce que les actions à mettre en place sont faites ou pas. Or, la motivation, ce n'est pas toujours quelque chose de stable. Voilà. Parce que dans la motivation, il y a une dimension émotionnelle. Je vais vous donner un exemple. C'est la fin du mois d'août, ça va être la rentrée et vous décidez, vous n'avez jamais couru de votre vie, mais là, vous avez envie de bouger des trucs et vous vous dites, si je m'entraîne pour un marathon ou un semi-marathon et que je réussis à le finir alors que j'ai jamais couru de ma vie, je vais me prouver un truc incroyable, ça va me permettre de comprendre que je peux me dépasser, etc. C'est décidé, je vais m'entraîner pour faire un marathon. C'est très à la mode ça d'ailleurs ces temps-ci. Et effectivement, vous êtes vraiment motivé. Vous vous voyez déjà à l'arrivée, les amis qui vous encouragent, etc. Il y a une vraie motivation et c'est avec plaisir, avec joie que vous commencez à vous entraîner. Vous vous entraînez septembre, octobre, et puis octobre, fin octobre, vous vivez une situation difficile au travail, vous êtes fatigué, vous vivez, comme on dit, des trucs de merde. Et puis un jour, là, c'est l'heure d'aller faire votre sortie pour continuer à préparer votre marathon et il fait froid et il pleut. Et là, vous avez passé une sale journée avant et vous vous dites, je n'ai pas envie d'y aller. Bon, vous y allez quand même parce qu'il faut le faire, ce marathon quand même. Et vous y allez. Mais 3 jours après, alors que ça a toujours été aussi compliqué au boulot, il pleut encore plus. Et là, vous regardez les chaussures et vous dites, j'y vais pas. Et pourtant, la motivation, elle était bien réelle au départ. Et quelque part, il reste un fond de motivation. Mais c'est fluctuant. Voilà. Et ça, c'est normal. Donc, en fait, la motivation, il faut lui adjoindre une deuxième chose, un deuxième mot qui n'est pas toujours très populaire, c'est le mot de discipline. En fait, il n'y a pas de facteur émotionnel dans la discipline. La discipline, c'est mettre des choses en place pour que, même quand je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais quand même. Et des fois, ça peut être des solutions juste intelligentes, la discipline. Ça peut être, je vais me rattacher à un groupe de course à pied, et puis avec les personnes, on va aller se chercher successivement les uns chez les autres. Comme ça, quand je n'ai pas envie, soit il faut que j'aille les chercher, soit ils viennent me chercher, et c'est beaucoup plus facile d'y aller quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On va trouver comme ça des choses, et on va y adjoindre de la discipline, et c'est ça qui va faire la réussite. Après, cette motivation, il faut comprendre qu'il y a deux formes de motivation. Il y a la motivation qu'on appelle la motivation extrinsèque, et puis la motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque. Alors la motivation extrinsèque, elle peut fonctionner. Hein. Ceux qui ont des enfants, par exemple, ils ont utilisé la motivation extrinsèque. Des fois, j'en suis presque sûr. C'est vous en avez marre qu'il ne range pas sa chambre, votre gamin, et vous lui dites à un moment donné, allez, si tu ranges ta chambre, c'est promis, on va au cinéma voir le film qui te fait tellement envie, allez, range ta chambre et puis on y va après. Et ça marche. Il y a la carotte, la récompense. Le gamin, il range sa chambre, vous l'emmenez au cinéma, il est content. Le problème, c'est que elle fonctionne sur des petites choses et sur des choses de court terme. C'est comme les primes en entreprise, ça. C'est une récompense qui vient de l'extérieur. Alors, ça marche un peu sur les petites choses. Le problème, c'est que pour pouvoir renouveler, ça va être plus compliqué ou alors il va vraiment falloir augmenter le niveau de récompense. Et à un moment donné, de la place de cinéma, vous allez passer à la PS 5 ou 6. Donc, en fait, la motivation
extrinsèque, elle peut marcher ponctuellement, mais ça ne va pas être une forme de motivation qui va être durable. La motivation intrinsèque est beaucoup plus puissante. La motivation intrinsèque, c'est quand ça fait du sens pour nous, en réalité. La motivation, elle vient de l'intérieur parce qu'il y a du sens. Et alors là, même si on a vu avec l'exemple du marathon que ce n'était pas une garantie à cause de la fluctuation émotionnelle, ça va quand même être beaucoup plus puissant. Vous savez, votre gamin, il a grandi, il a 16 ou 17 ans, et tout d'un coup, alors qu'il est toujours aussi bordélique, il se découvre une passion, je ne sais pas moi, pour la peinture ou pour la musique. Et tout d'un coup, alors sa chambre va peut-être pas être super rangée, mais il va organiser sa chambre. D'un côté, il va y avoir les devoirs pour ne pas les salir avec la peinture. De l'autre côté, il va y avoir les trucs pour… Et tout d'un coup, parce que c'est utile pour lui, parce que ça a du sens pour lui, même si ce n'est pas parfaitement rangé, il y a une forme d'ordre quand même que naturellement il met en place dans sa chambre. Ça, on est dans la motivation intrinsèque. Et dans cette motivation-là, si on y adjoint un peu de discipline, c'est très puissant. Sachez-le aussi, par rapport à cette motivation, il faut comprendre aussi comment utiliser notre cerveau par rapport à ça. Je vous avais expliqué, vous vous souvenez, la neuroplasticité cérébrale, la myéline, la répétition pendant 3 mois pour ces nouveaux réseaux neuronaux. Eh bien, figurez-vous que tous les jours, en fait, notre cerveau, la nuit, son activité électrique ralentit. Et pendant que l'activité électrique du cerveau ralentit, ben le cerveau va se pencher sur ce qui lui a semblé prendre le plus de place, être le plus important en tout cas, en particulier au niveau émotionnel dans la journée. Alors il va se pencher aussi bien sur le bon que sur le mauvais, hein, d'où l'intérêt de lui expliquer ce qui est bon. Et pendant la nuit, il va y avoir des petites cellules, les oligodendrocytes, qui sont les précurseurs de la myéline, en fait, qui vont sécréter et qui vont renforcer les connexions neuronales liées à ces choses importantes de la journée. Bien. C'est pour ça qu'il est important de faire des choses régulièrement, voilà, plutôt tous les jours ou très régulièrement en tout cas, plutôt qu'un gros coup tous les 2 mois, parce que la façon dont est structuré notre cerveau, dont il fonctionne, va beaucoup plus renforcer ces choses importantes là tous les jours. Et il va les renforcer, entre autres la nuit, grâce à ces oligodendrocytes et à ces précurseurs de myéline. Donc, vous voyez, tout se tient en réalité, mais je vous le rappelle, attention, hein, le cerveau la nuit, en fonction de ce sur quoi vous centrez votre attention, de la dimension émotionnelle que vous y mettez, lui, il ne va pas faire la différence. Il va soit recentrer des trucs bien, mais si vous êtes tout le temps centré sur du pourri, il va de la même façon la nuit renforcer ces trucs pourris. Donc, vous voyez, tout se tient quand même dans cette initiation gratuite, hein, le premier homework, ce que je vous explique là sur la motivation, etc. etc. J'espère que c'est toujours clair pour vous. Excusez-moi, j'attrape une petite bouteille d'eau parce que je commence à avoir la bouche sèche pour pouvoir continuer à vous expliquer tout ça. J'espère que vous vous y retrouvez. J'espère que c'est vraiment clair et limpide pour vous. Sinon, petit mail, petit mot sur le club Hypno Coaching. Vraiment, je suis là pour vous, sincèrement. On continue à avancer. 3e étape de changement, c'est la prise de conscience des leviers et des freins. C'est un petit peu les patterns d'auto-sabotage dont je parlais tout à l'heure avec Gabriel Ottingen. C'est, comme on dit en analyse transactionnelle, prendre conscience des scénarios de vie. Vous savez, ces schémas répétitifs là qu'on a l'impression de reproduire toute sa vie, en prendre conscience. Et le coach va accompagner là-dedans à en sortir en fait de ces répétitions-là. Et puis à comprendre un peu les résistances qu'on peut avoir au changement. On en a tous. Il faut les dépasser. Et le travail du coach, il se trouve là également dans cette 3e étape. 4e étape, je ne suis pas allé la chercher loin, c'est change. Change. Changer, c'est, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, l'importance de l'action. Poser des actes concrets. Ça, c'est important. En fait, c'est écrit dans toutes les spiritualités, dans toutes les philosophies. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut agir. Vous pouvez penser autant que vous voulez, s'il n'y a pas d'actions qui vont avec, rien ne fonctionnera. D'ailleurs, c'est ce que dit Michel Audiard, hein, finalement, le scénariste, le dialoguiste. Il dit « Vaut mieux un con qui avance qu'un mec super intelligent qui ne bouge pas, le con ira toujours plus loin. » Ben, c'est un peu ça. Et comme je ne doute pas que vous soyez plein d'intelligence, et puis vous savez, il n'y a pas qu'une forme d'intelligence, hein.
je vous renvoie, allez, petite digression, je vous renvoie aux intelligences multiples, le concept de Howard Gardner, hein, on a une intelligence mathématique, on a une intelligence physique, on a une intelligence et on est plus ou moins à l'aise dans une ou plusieurs formes d'intelligence. Donc, ne vous limitez pas à ce qui est d'habitude dit comme il est intelligent ou pas. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Ça, c'est vraiment important. On a tous les nôtres et on peut tous les utiliser pour épanouir la meilleure partie de nous-mêmes, mais ça ne pourra se faire qu'en posant des actions. Et ces actions, elles doivent être répétées, pas juste une fois et puis j'arrête. Voilà. Et le coach, il est là pour accompagner à ça. Le coach, il est importateur d'angoisse, exportateur d'énergie positive, il est déclencheur d'action. Il va organiser le changement et il va amener la personne à prendre conscience de ses potentiels et à mettre elle-même en place les choses pour changer et pour s'épanouir. Et alors, le coaching sera réussi. Et bien sûr que l'hypnose, la PNL, l'EFT, les neurosciences appliquées, tout ce que je vous explique sur le cerveau, ça va prendre beaucoup de puissance pour accompagner les gens. Et c'est exactement ce qu'on propose en fait pendant l'année de formation dans HypnoCoaching. C'est l'ensemble de tous ces outils qui va faire de vous un très grand professionnel. Vous allez être prêt en réalité à accompagner les gens. Vous allez avoir des outils incroyables. Bien. Pour terminer ce passage sur le coaching et sur le changement, je vous offre cette phrase qui est un véritable mantra pour moi parce que je la trouve incroyablement juste, cette phrase. Cette phrase, elle dit « Sème une idée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Cette phrase, pour moi, elle est essentielle. Devenez vous aussi des semeurs. Semez, semez, semez. Et puis, vous savez quoi? On récolte ce qu'on sème. Et ce qu'on sème, ça peut même s'écrire de plusieurs façons. Alors, vraiment, vraiment, devenez des semeurs. Voilà. On va maintenant passer à la partie sur l'hypnose. Et c'est une promesse. Vous allez être capable de faire une induction hypnotique en auto-hypnose. Vous pourrez faire ça dès l'initiation terminée, là, ou demain matin. Voilà. Et puis surtout, une fois que vous pourrez le faire et que vous aurez essayé, faites-moi des retours par mail. Faites-moi encore mieux des retours sur le club Hypno Coaching, ce groupe fermé sur Facebook. Si vous n'avez pas vu le lien dans les mails ou que vous n'avez pas vu le premier replay du premier atelier, d'abord allez le voir. Et puis sinon, vous allez sur Facebook, vous tapez Club Hypno Coaching et vous demandez à y entrer puisque c'est un groupe privé. Alors, on est parti pour l'hypnose et très souvent, quand on parle hypnose, eh bien, la première question qui vient, c'est oui, mais quelle hypnose? En réalité, si vous avez bien suivi mon premier Zoom, l'hypnose, vous vous souvenez, c'est un état. C'est une descente dans les ondes cérébrales, plus ou moins profonde, parfois plus proche de la veille, parfois plus proche de l'état normal, mais c'est cette descente dans les ondes cérébrales. Donc en fait, il y a un état d'hypnose plus ou moins profond. Il n'y a pas 36 hypnoses différentes. Bon, ça, c'est la première chose à comprendre. Par contre, effectivement, pour emmener les gens en hypnose, alors je vous le dis, vous voyez peut-être ma slide là, emmener les gens en hypnose, on dit faire une induction. Faire une induction, c'est emmener quelqu'un en hypnose. Voilà, ça c'est dit. Et effectivement, pour faire une induction, pour emmener quelqu'un en hypnose, eh bien, on peut emmener quelqu'un en hypnose de plusieurs façons. Mais à l'arrivée, l'état d'hypnose sera le même, plus ou moins profond, mais le même. Donc, on peut emmener les gens en hypnose de façon directe ou rapide, comme en spectacle. D'abord, je schématise un peu, on apprend ça aussi dans HypnoCoaching, hein. C'est juste de la technique. Et si vous avez bien suivi le premier Zoom, ça ne marchera pas avec tout le monde, mais avec 30% des gens à peu près. C'est pour ça qu'on apprend aussi les tests de suggestibilité, etc., pour voir quels sont les gens qui vont être le plus réactifs à l'hypnose. Donc, on peut emmener les gens, ou une partie d'entre eux, en hypnose avec des techniques rapides. On peut ensuite les emmener en hypnose de façon hellmanienne. Alors, Dave Hellman, c'était un grand hypnotiseur qui utilisait des outils intermédiaires, on va dire semi-rapides. On apprend un certain nombre de ces inductions aussi dans l'hypnocoaching parce qu'elles sont très utiles et elles fonctionnent vraiment très, très bien. On peut également emmener en hypnose, c'est le plus courant dans l'accompagnement. On apprend tout ça dans l'hypnocoaching de façon ericksonienne.
Bien, ça va passer beaucoup plus par du conversationnel, par de la mise en détente, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous emmeniez la personne en hypnose rapidement, semi-rapidement ou plus lentement, à l'arrivée, l'état d'hypnose, il est le même. Que vous soyez en hypnose très vite, comme avec Mesmer, ou beaucoup plus lentement en ericksonienne, à l'arrivée, quand vous êtes dans un état d'hypnose profond, c'est un état d'hypnose profond. C'est le même. Voilà. J'espère que ça, c'est bien compris. Comme on est en replay, non pas en replay, mais en léger différé, surtout n'hésitez pas, si ce n'est pas bien compris, vous mettez pause, vous revenez légèrement en arrière, vous réécoutez, et si ce n'est pas clair, question. Question par mail ou question sur le club Hypno-Coaching. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et quand je dis n'hésitez pas, c'est en réalité faites-le. On enlève la négation. Vous vous souvenez? Bien. En tout cas, on va maintenant, pour l'hypnose, retenir quelques étapes simples. Alors, j'ai un peu commencé par le 2, mais c'est volontaire, puisqu'on vient de parler de l'induction. Et je vais tout de suite terminer sur le 2 en vous parlant de la dissociation, parce que c'est vraiment très, très important. Ça va m'amener à vous expliquer qu'il y a quand même une et une seule contre-indication à l'hypnose. En fait, l'hypnose est un état dissociatif. On met le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre. Le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. On dissocie. Donc, il y a une et une seule contre-indication à l'hypnose. Ce sont les pathologies psychiatriques, donc les maladies psychiatriques dissociatives. Schizophrénie, paranoïa en particulier. Là, il y a une vraie contre-indication à l'hypnose, il ne faut pas le faire. Ou renvoyer vers des psychiatres. De toute façon, on n'est pas des soignants. Ça, c'est très clair, on est des accompagnants. Donc, tout ce qui est pathologie, on va plutôt le renvoyer vers des spécialistes de la pathologie, des gens formés pour, des psys et des psychiatres. Bien. Donc, c'est bien clair, hein, ça, c'est une vraie contre-indication. Si vous avez des questions là-dessus, encore une fois, vous m'envoyez ça ou vous allez sur le Club Hypno Coaching. Et ce qui est important, donc l'induction, c'est emmener la personne en hypnose, et l'emmener en hypnose va la dissocier. Alors, avant de l'emmener en hypnose et de faire une induction, je vais vous expliquer comment. On va poser, et là je reviens au petit 1, ce qu'on appelle un fusible. Très important. Qu'est-ce que c'est qu'un fusible en hypnose? Vous savez, en électricité, un fusible, c'est le truc qu'on pose s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Le fusible en électricité, c'est le truc qui va sauter si quelque chose ne va pas. C'est la même chose en hypnose. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Alors je vous rassure, dans 99,9% des cas, le fusible, il ne va pas se servir, mais imaginons. Je ne sais pas moi, vous voulez vous mettre en auto-hypnose et puis vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous n'allez pas très bien en ce moment et il y a plein d'images pourries, désagréables qui vous arrivent. Vous êtes tout seul, ce n'est pas la peine d'y rester. Si vous avez mis un fusible, vous allez très rapidement sortir de cet état-là pour revenir en forme et puis vous réessaierez plus tard quand ça ira mieux. Ou alors au contraire, vous vous mettez en auto-hypnose puis vous êtes trop bien. Vous êtes incroyablement bien, vous perdez la notion un peu de l'espace et puis du temps. Et puis vous avez mis un truc au four, c'est en train de cramer grave. Si vous avez mis un fusible, vos sens vont se remobiliser, vous allez sortir de cet état-là, puis vous allez pouvoir éteindre le four avant qu'il ne soit trop tard. Donc le fusible, c'est ce qui vous permet de sortir s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand on accompagne les gens, ce qui leur permet de garder le libre arbitre aussi. Donc, on commence toujours par poser un fusible. Alors, quand on est un peu plus expérimenté dans l'hypno-coaching, le fusible, on peut le dissimuler un peu dans l'induction. Mais pour commencer, il vaut mieux le mettre tout de suite, on est sûr de ne pas l'oublier. Alors, comment se pose un fusible? C'est très, très simple. C'est une phrase que l'on va dire. Et en fait, l'inconscient va l'apprendre et la respecter, tout simplement. Donc, ça peut être quelque chose comme « je vais prendre ce moment pour le meilleur pour moi ». Et s'il y a quoi que ce soit à tout moment, je pourrais toujours rouvrir les yeux, sortir de cet état et revenir ici et maintenant en pleine forme. Et incroyablement, l'inconscient va respecter ça, s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, fusible, je vais prendre ce moment pour le meilleur pour moi. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, à tout moment, je pourrais rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant en pleine forme. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on pose un fusible.
on se donne l'autorisation ou on donne l'autorisation à l'autre de sortir quand elle veut si besoin. Donc, 1, pose du fusible avec cette phrase. 2, et on va voir comment une induction qui va dissocier. Et 3, un protocole. C'est-à-dire qu'emmener en hypnose, c'est bien. Ça, c'est faire une induction. Ça y est, on est en hypnose. Mais si on en reste là, c'est juste un état de relaxation profond, cet état hypnotique, en fait. Le but de l'hypnose, et c'est ça qui le différencie de la méditation ou autre, c'est qu'on va utiliser cet état-là pour aller s'adresser directement à l'inconscient. En fait, quand on est en hypnose, on est plus facilement en communication avec l'inconscient. C'est comme s'il y avait un canal avec l'inconscient qui était créé. C'est ce qui va permettre de mettre en place un protocole, une phase de travail. Donc, sur un objectif prédéfini avant, eh bien, on va aller demander des changements à l'inconscient. Alors, ces protocoles, il y en a des très simples, mais il y en a des plus complexes. On les apprend tous. Il y a des protocoles prédéfinis aussi. On les apprend tous en totalité dans la formation hypno-coaching. Il y a un protocole, je ne sais pas moi, sur la transformation hypnotique intérieure, par exemple, qui est une priorisation du nouveau comportement, le recadrage qui va permettre de changer les comportements ou de travailler sur des compulsions. Le rêve éveillé dirigé, la pose d'ancrage, bien sûr, outils, protocoles sur les phobies, protocoles sur les allergies, le rêve éveillé dirigé, la méthode de Rossi, la futurisation. Bref, des protocoles, il y en a plein, on les apprend tous dans la formation hypno-coaching. Et ils peuvent être, s'ils sont employés au bon moment à l'intérieur d'un processus de changement, ils peuvent être incroyablement puissants. Bien. Donc, troisième étape, le protocole. Et puis après, ben, la phase du retour. La personne, on va la ramener. Alors, je vous rassure, personne n'est jamais mort en hypnose, donc de toute façon, on va en revenir de cet état-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir en revenir quand on veut, ou de ramener la personne quand on veut. Et pour ça, on va éviter d'être trop rapide, du genre ça y est, c'est fini. Ça va être très, très désagréable. Vous voyez, la personne qui est bien partie et qui sursaute tout d'un coup, c'est très désagréable. Donc, on va ramener les gens progressivement et pour les ramener, très souvent, on va compter. Ça peut être, par exemple, compter jusqu'à 3. Alors, avec le 1, vous reprenez un peu plus pleinement conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de la position sur laquelle vous êtes sur votre fauteuil, des bruits autour. Et puis, avec le 2, l'envie peut-être de commencer à rebouger, à vous étirer, vos paupières sont plus légères. Et avec le 3, vous rouvrez les yeux, vous revenez ici et maintenant tranquillement, en pleine forme. Voilà, on va ramener les jambes de cette façon-là, progressivement. Ça, c'est des étapes qui sont vraies en hypnose et ce sont bien sûr les mêmes en auto-hypnose. C'est ce qu'on va voir maintenant. Bien, j'espère être toujours clair. C'est dense, hein, à nouveau, surtout pour ceux qui abordent ça un peu pour la première fois. Donc, prenez le temps. Le fait d'être en léger direct vous permet de mettre la pause, de revenir sur des choses si vous le souhaitez, de me poser des questions. Si j'étais vous, je poserais plutôt les questions, je mettrais de pause et je poserais plutôt les questions au fur et à mesure, hein, par mail ou sur le club Hypno Coaching. Ça me permettra d'y répondre plus facilement, bien sûr. On va donc continuer et voir maintenant eh bien, comment mettre en place l'auto-hypnose. Et pour ça, je vais utiliser des petites techniques qui, additionnées les unes aux autres, très simples, vont vous permettre de vous mettre en auto-hypnose. Alors, pas là, maintenant, tout de suite, hein, mais une fois que vous aurez compris comment ça marche, donc après avoir visionné l'ensemble de ce Zoom. Ce qui va donc être vraiment important dans cette approche de l'hypnose, c'est de comprendre que ces petites techniques que j'ai choisies, en particulier la première, c'est aussi parce que vous pouvez l'utiliser de façon isolée et vraiment l'utiliser parce qu'elle est bonne en plus pour votre santé. Alors, je suis sûr que cette première technique, tous là qui regardez ce Zoom, vous la connaissez tous, toutes et tous. Cette première technique, c'est une technique de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, je vous entends déjà, ouais, je connais. Ne raccrochez pas, écoutez l'explication. Vous savez, avec Internet, c'est génial parce qu'on a plein de choses gratuites, de qualité, etc., etc. Mais quelquefois, le fait d'avoir tout ça gratuitement fait qu'on n'y prête pas tant d'attention que ça, on n'y donne pas tant de valeur que ça. Et je trouve vraiment que c'est le cas avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, on en voit partout. Et quand je dis aux gens, tu connais la cohérence cardiaque? Ah ouais. C'est quoi? Ah ben c'est respirer, quoi. Puis ça fait du bien, hein.
Voilà. Tu l'as fait? Ouais, j'ai fait une fois, c'était bien. Ça, sincèrement, c'est du gâchis. Ce que je voudrais là, c'est que vous compreniez vraiment que la cohérence cardiaque, c'est un des outils les plus simples à utiliser et les plus puissants pour gérer l'anxiété, les périodes de stress, etc., etc. Alors, je vous explique un peu comment ça marche quand même, pourquoi c'est utile et pourquoi c'est pas juste respirer la cohérence cardiaque. En fait, notre cerveau, tous les jours, sécrète une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. De mémoire, 0,01 g par jour, je crois, et là, tout va bien. Mais quand on a un gros coup de calcaire, une grosse colère ou un gros coup d'anxiété d'une heure ou autre, tout d'un coup, afflux de cortisol, 2 grammes. 5 heures pour que le corps l'élimine. Pendant ce temps-là, le système immunitaire va venir se mobiliser contre ce cortisol. Et du coup, on va être affaibli. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être malade, hein, mais s'il y a un truc qui passe, on a plus de chances de le prendre. Et puis, ça va empêcher de dormir. Et puis, ça va bloquer l'accès à la mémoire, aux données. Bref, une saloperie, ce truc-là. Vous avez peut-être tous vu, vous savez, des gamins qui ont une interro, un devoir sur table ou un examen. Et puis, c'est sur une matière où ils ne sont pas trop à l'aise, mais ils sont bosseurs. Alors, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et puis, le lendemain, ils y vont. Et puis ils sortent de l'épreuve en pleurant, en disant je comprends pas. J'avais tout revu quand je suis arrivé, que ça a commencé, c'est comme si je me souvenais plus de rien. Ben oui, il y a eu un tel niveau de stress que afflux de cortisol et ça a bloqué l'accès aux données en fait. Voilà. Peut-être que si de la cohérence cardiaque avait été pratiquée la veille, le matin, eh ben, ça aurait été beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple parce qu'il n'y aurait pas eu toutes ces interférences-là. Donc ça, déjà, utilisé comme ça, c'est très puissant. La cohérence cardiaque va permettre de réduire ces afflux de cortisol. Deuxième chose, la cohérence cardiaque va avoir un impact sur notre système nerveux. On a ce qu'on appelle un système nerveux autonome sympathique. Le système sympathique, si je vous donne une métaphore, c'est l'accélérateur. Quand on a besoin d'être efficace, d'aller vite, c'est le système sympathique qui se met en place. Le système parasympathique, lui, c'est le frein. C'est ce qui permet de se poser. Sauf que parfois, il y a des moments dans la vie où on est très sollicité, il faut être efficace, il y a de la densité, etc. Et le système sympathique est très sollicité. Et parfois, ce qui arrive, ben, c'est qu'il est tellement sollicité qu'il se met à s'activer même quand ce n'est pas la peine. Et là, du coup, le système parasympathique, lui, se dit, bah, il n'y a plus besoin de moi, et il se met en pause. Et c'est comme ça que des anxiétés très fortes se généralisent. Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est un outil incroyable pour travailler là-dessus quand l'anxiété est montée, en fait. Alors, ça ne va pas être spectaculaire. Ce n'est pas un miracle non plus, puisqu'il faudrait le faire 3 fois par jour pendant 2 à 3 mois. Et je vais vous expliquer comment le faire. Mais à un moment donné, alors ce n'est pas spectaculaire, mais tout d'un coup, ça va mieux. Parce qu'à un moment donné, le système sympathique va retrouver son juste niveau, le parasympathique va reprendre sa place et ça va aller beaucoup mieux. Donc, c'est un outil très puissant, mais à utiliser régulièrement et sur la durée. Voilà. Ou ponctuellement, mais suffisamment sur des choses comme des examens, etc., etc. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel que vous le compreniez, que vous le sachiez. Et ce qui est incroyable hein, quand on explique ça, c'est qu'il y a à peu près 20% des gens seulement qui s'en servent, pas plus. Les autres le font une fois, puis ils arrêtent. Mais ce qui est incroyable avec les gens qui vraiment se l'approprient, c'est que souvent, même quand ça va mieux, ils n'arrêtent plus cette technique parce que ça devient un rendez-vous avec eux-mêmes, parce que ça devient une ouverture vers d'autres choses, la méditation, l'auto-hypnose, etc. Et très souvent, les gens l'intègrent vraiment à leur vie et ça donne à leur vie une dimension incroyable en très peu de temps. Parce que donc, ce qu'il faut comprendre avec cette technique, c'est que pour la mettre en place, on va parler de 365. Qu'est-ce que c'est que le 365? Le 365, c'est une technique à l'année et pour la vie. En fait, le 3, c'est 3 fois par jour. Le 6, c'est 6 respirations à la minute, parce que la cohérence cardiaque de base, ça va être 5 secondes en inspirant doucement par le nez et 5 secondes en expirant très doucement par la bouche.
un peu une respiration bougie, vous savez, comme quand on est gamin et qu'on souffle sur une bougie sans vouloir l'éteindre, juste pour faire vaciller la flamme. Cette respiration peut être abdominale ou pas, ça peu importe. Très bien si vous avez pris l'habitude, que vous êtes déjà expérimenté avec de l'abdominal, mais ce n'est pas nécessaire. 5 secondes à l'expire, 5 secondes à l'inspire. Donc, ça fait 6 respirations à la minute. 3 fois 6 respirations à la minute et le 5, c'est 5 minutes. Donc, en réalité, pour travailler son anxiété, ça prend 3 fois 5 minutes par jour. Alors, il faut le décider, hein, mais c'est très puissant et je vous ai expliqué pourquoi. Attention, chez certaines personnes qui ont des crises d'angoisse, qui sont très anxieuses, en fait, le point commun des gens très anxieux ou angoissés, c'est qu'ils respirent mal. Mais ce qui se passe des fois au début, c'est que du coup, la cohérence cardiaque ne leur va pas sur le 5 et 5 parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ça crée une forme d'hyperventilation et ça les met en angoisse quasiment. Donc, avec ces gens-là, si vous en avez en client ou autre, il ne faut pas insister. Il faut leur dire, OK, on va l'apprivoiser petit à petit. Tu vas d'abord faire 2,5, 2,5. Puis quand ce sera à l'aise avec ça, tu feras 3 et 3. On va les rééduquer jusqu'à pouvoir remonter jusqu'à 5 et 5. Mais on ne va surtout pas les brusquer, sinon ça ne va pas aller. Alors, Claude, qui est un spécialiste de la cohérence cardiaque, qui intervient sur la formation hypno-coaching, il a écrit un livre là-dessus, il accompagne des sportifs de haut niveau, il intervient en entreprise autour de tout ça, Claude, sur la cohérence cardiaque. Il fait une intervention là-dessus dans hypno-coaching et il vous donne d'autres méthodes. C'est-à-dire que 5 et 5, hein, c'est la méthode de base, mais il y a d'autres rythmes qui vont être plus adaptés en fonction des problématiques. On va inspirer moins longtemps qu'on expire, par exemple, pour des retours au calme ou pour des retours au calme avant d'aller dormir ou des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des modulations. Là, moi, ce que je vous livre, c'est la cohérence cardiaque de base, très, très, très utile sur l'anxiété. Alors, ce qui est bien pour la travailler, c'est qu'il y a plein de gratuits. Vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir des vidéos avec des petites billes qui montent, qui descendent, de la musique en fond, etc. Au début, pour s'approprier le rythme, c'est très pratique. Après, on peut laisser tomber, mais au début, c'est très pratique. Il y a des applications gratuites, Respirelax, par exemple. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, mais comprenez bien que ce n'est pas juste une fois et que c'est bien. C'est quelque chose qui peut être très puissant si on se l'approprie. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Je vous rappelle, parce que je ne vous l'ai pas dit, hein, que vous recevrez de toute façon demain un mail avec à nouveau le lien de ce Zoom et puis le résumé des différents homeworks. Hein. Les slides, là, vous allez donc les avoir. Alors, en fait, si je vous donne cette cohérence cardiaque, c'est bien sûr parce que pour vous, ça peut vous être utile pour travailler votre anxiété, pour que vous la compreniez. Mais là, maintenant, on va l'utiliser pour l'auto-hypnose. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, en auto-hypnose, donc, première chose, c'est l'installation. Donc, on ne va pas se coucher, on ne va pas vous risquer de vous endormir. Bon, on va bien s'installer sur un fauteuil, sur une chaise, le dos bien droit, les jambes décroisées, les pieds bien posés sur le sol, et puis les mains sur les cuisses, décroisées également. Voilà, on va se poser plutôt comme ça, tranquillement. Et puis, on va prendre un point de fixation. Alors, ça peut être un objet qu'on aime bien. Moi, j'aimais bien montrer à mes clients ce petit Bouddha qu'on m'avait offert, un peu design, j'adore, qui est souvent à côté de moi, là, sur mon petit meuble, à côté de mon bureau. Donc, voilà, vous pouvez mettre devant vous, hein, dans votre champ de vision, un objet que vous aimez bien. Ça peut être une bougie aussi, c'est assez hypnotique, la flamme d'une bougie. Mais je vous rassure, hein, ça peut être un point sur le mur ou un interrupteur que vous fixez. L'important, c'est le point de fixation. On appelle d'ailleurs ça une induction en hypnose. Hein. Cette technique a un nom. On appelle ça une induction par point de fixation. Donc, vous vous installez et vous fixez un point. Alors, je vous le dis, si vous travaillez par Zoom avec un client ou si vous êtes sur un ordinateur, ne fixez pas un point sur l'écran. Parce que c'est déjà fatigant de fixer quelque chose. Alors, en plus, avec la luminosité de l'écran, ça va vous faire pleurer, ça va être terrible. Donc, évitez. Si vous accompagnez des clients en Zoom, faites-leur fixer quelque chose sur le clavier, etc. Mais évitez l'écran. Bien. Donc, je suis installé, le dos droit, les mains sur les cuisses, tout décroisé. Et je commence à prendre mon point de fixation. Et là, je vais donc poser mon fusible, vous vous souvenez? Voilà. Je suis là, je fixe mon objet et je me dis,
à haute voix ou à l'intérieur de moi si je suis en auto-hypnose, comme on veut. Je vais faire ça, je vais prendre ce moment pour le meilleur pour moi. Et s'il y a quoi que ce soit, à tout moment, tout à l'heure, quand j'aurai les yeux fermés, je pourrai les rouvrir et revenir ici et maintenant en pleine forme. Et on va commencer à mettre en place la respiration sur le rythme de la cohérence cardiaque. J'ai les yeux complètement fixés sur mon objet et en même temps, je commence à respirer sur le rythme de la cohérence cardiaque. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Alors, si j'étais en train d'accompagner un client, je lui dirais, voilà, vous vous installez, le dos bien droit, etc. Vous commencez à fixer ce point et en même temps que vous fixez ce point et que vous gardez maintenant les yeux complètement fixés sur ce point, voilà, très très bien. Et bien en même temps que vous gardez les yeux complètement fixés sur ce point, vous savez que vous avez tout le libre arbitre dans tout ce que je dirais. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît, laisser le reste. Vous aurez le libre arbitre pendant toute cette séance et s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez même rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi quand vous le souhaitez. Donc je pose mon fusible. Mais pour l'instant, vous restez les yeux complètement focalisés sur cet objet et en même temps, tranquillement, vous commencez à respirer sur le rythme que je vous ai expliqué tout à l'heure. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Voilà. Donc, on met ça en place. Vous le faites en auto-hypnose, hein, c'est assez simple. Et surtout, vous résistez à l'envie de fermer les yeux trop tôt par confort. C'est très hypnotique, en fait, de fixer un point. À un moment donné, ça bascule assez vite en état d'hypnose. Donc, vous gardez les yeux sur ce point. Mais ce qui va arriver forcément, c'est qu'à un moment donné, c'est fatigant. Soit vous allez avoir les yeux tout fixes comme ça, soit au contraire, ils vont commencer à beaucoup cligner parce que c'est inconfortable. Quand vous arrivez à ce petit moment d'inconfort, alors vous fermez les yeux. Voilà. Et les yeux fermés, dans la même position, vous continuez à respirer. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Et puis ce qu'on va faire à un moment donné, c'est qu'on va utiliser son imagination. Et toujours sur le rythme de la cohérence cardiaque, on va commencer à imaginer qu'à chaque inspiration jusqu'à 5, c'est comme si je m'emplissais de lumière, de force de vie, d'énergie vitale. Et puis j'expire. J'inspire la lumière, l'énergie, et j'expire. Et ce que je vais faire à un moment donné, c'est que je vais même me poser ma main sur le cœur, comme ça. Donc le cœur, il est légèrement à gauche, hein, plutôt vers le milieu, pas complètement ici. Je vais poser ma main sur le cœur comme pour me connecter à cette cohérence cardiaque, à cette intelligence du cœur. Et figurez-vous, vous savez, les expressions populaires, hein, c'est incroyable, il y a bien une intelligence du cœur. On a découvert qu'il y a à peu près un système neuronal au niveau du cœur, à peu près 40 000 neurones qu'on ne connaît pas encore très bien, un peu différent des autres neurones. Donc il y a bien une intelligence au niveau du cœur, on va s'y connecter. Et connecter à cela, j'inspire la lumière, l'énergie, et puis j'expire. Et à un moment donné, je vais poser la deuxième main sur le ventre, comme ça, les yeux fermés, toujours forcément. J'inspire cette énergie vitale, et puis j'expire. Et puis vous le savez bien, le boulot du ventre, le fameux deuxième cerveau, eh ben, 200 millions de neurones quand même au niveau du ventre. Là encore, les expressions populaires, hein, la boule au ventre, le nœud à l'estomac, etc. Ben, vous voyez bien que ce n'est pas neutre. Donc, en réalité, le boulot du ventre, c'est de nettoyer, c'est de purifier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'inspire la lumière, l'énergie. Et puis, à chaque expiration, c'est comme si je laissais partir tout ce qui m'ennuie, tout ce qui m'encombre, le stress ou autre. J'inspire l'énergie vitale et puis je nettoie à l'expire. Je laisse partir tout ce qui doit partir. Tout ça sur le rythme toujours de la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est le début de cette induction pour s'emmener en auto-hypnose. C'est très puissant. Donc, si je répète, installation, fixation d'un point, fusible, installation de la cohérence cardiaque, fermeture des yeux à un moment donné, visualisation, toujours sur le rythme de la cohérence cardiaque. J'inspire la lumière, j'expire, je me connecte au niveau du cœur. J'inspire la lumière, je me connecte au niveau du ventre avec ma deuxième main. Et à chaque expiration, c'est comme si je nettoyais. Et je vais faire ça, sur tout ça, sur le rythme de la cohérence cardiaque jusqu'à ce que je sente, vous allez voir, c'est très expérientiel.
en réalité. Alors, vous pouvez comprendre tout ce que je dis. Si vous n'essayez pas de le mettre en pratique, ça ne sert à pas grand-chose. Voilà. Donc, amusez-vous demain. Alors là, c'est pareil, hein. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, que vous allez avoir envie de bouger, de vous gratter. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous recommencerez un peu plus tard. Il faut juste essayer. Souvenez-vous d'Hélène qui s'est appropriée des choses aussi simples que ça, petit à petit, mais très régulièrement. Elle se les est vraiment appropriées. Ça a transformé sa vie et ça lui a permis de passer au-delà de ses symptômes de façon incroyable. Donc, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu, mais essayez de le faire si vous pensez que ça peut vous aider vraiment. Donc, à un moment donné, vous allez le sentir. Si vous accompagnez quelqu'un, vous pouvez lui dire, voilà, à un moment donné, vous allez pouvoir continuer seul à inspirer et expirer. Et quand vous sentirez que c'est complet, je vais vous accompagner silencieusement maintenant, et quand vous sentirez que vous avez tout récupéré, tout nettoyé, alors les mains se poseront sur les cuisses. Voilà, signe que c'est fait. Vous avez tout récupérer en termes d'énergie et puis nettoyer ce qui devait être nettoyé. Et donc, quand vous sentez que c'est complet, vous laissez les mains se reposer sur les cuisses. Alors, quand on accompagne quelqu'un, c'est pratique. C'est un peu ce qu'on appelle un signaling en hypnose. C'est un petit signal qui permet à l'inconscient de dire c'est bon, c'est OK. Alors, on en demande d'autres des signalings dans le premier séminaire hypno-coaching. On fait des techniques où on parle directement à l'inconscient et c'est assez incroyable. On lui demande, par exemple, de répondre oui avec un tressaillement sur un doigt de la main droite, par exemple, et puis non avec un autre. Et c'est incroyable parce que ça ne fait pas ça. Hein. C'est un vrai petit tressaillement inconscient. Donc, l'inconscient, il existe. Il répond. Ce n'est pas une entité magique. Voilà. Enfin, ça, il faut le vivre pour ceux qui feront hypno-coaching le verront. En tout cas, là, donc, je vous ai donné le protocole. À un moment donné, les mains se reposent. Une fois qu'on en est là, deux solutions. Soit vous en avez marre, vous n'avez pas l'habitude, tout ça, et à ce moment-là, vous comptez jusqu'à 3, comme je le faisais tout à l'heure. Avec le 1, je reprends tranquillement conscience de mon environnement. Avec le 2, je commence à rebouger. Avec le 3, j'ouvre les yeux, je reviens en pleine forme. Soit vous avez envie de continuer, et alors, je vais vous donner une petite suite pour continuer. Bien. J'espère que c'est clair. Vous pouvez mettre en pause pour revoir s'il faut. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous avez des questions sur ce premier passage. Si vous avez envie de continuer, on va maintenant passer à un petit outil supplémentaire qu'on va mettre en place. Alors ça, c'est une technique qui a fait fureur à une époque dans le développement personnel, technique de nettoyage hawaïenne. Alors, je ne vais pas vous la donner en profondeur, je vais vous en donner ce qui est utile en substance. Cette technique, c'est une technique, un outil qu'on a appelé, qui s'appelle l'Ho'oponopono. Technique de nettoyage. Alors, l'Ho'oponopono, il a été remis en lumière par un psychiatre hawaïen. La légende dit que ce psychiatre, il était très attaché aux traditions de son île. Il avait des super résultats avec ses clients, mais il ne voulait pas trop dire comment. Alors, ses collègues insistaient, tout ça. Puis à un moment donné, il a fini par cracher le morceau, comme on pourrait dire. Et il leur a dit, bah, vous savez, moi, j'utilise une vieille technique. En fait, nous, à Hawaï, on pense que tout est interconnecté, tout est relié. Ce qui est plutôt intelligent aujourd'hui, les ondes, la physique quantique, etc. Donc il dit, si tout est interconnecté, ben, moi, ce que je fais, c'est que soit je vais voir mes patients, soit par la pensée, je me relie à eux, et moi, je me nettoie à l'intérieur pour aller bien. Et du coup, comme je suis relié à eux, si je vais bien, ben, ils vont mieux, puisqu'on est interconnecté. Oh, alors les autres disent, oh, ben, incroyable ça, et tu fais comment pour te nettoyer et aller bien? Ben, il dit très simple, vieille technique de mes ancêtres. Je me répète à moi-même 4 phrases, et ces 4 phrases, c'est je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme si je me parlais à moi-même, et j'enchaîne plusieurs fois ces 4 phrases. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors, cette slide, vous l'aurez telle quelle dans le petit mail que vous recevrez demain matin. Et on va enchaîner ça, ces phrases-là, jusqu'à ce que là encore, on ressente que c'est complet. C'est bon. Alors, je vous le dis quand même, quand vous en êtes là, vous êtes un peu basculé quand même en auto-hypnose, un peu plus sensible, et il se peut que ces 4 phrases créent de l'émotion. Pas forcément, mais ça arrive assez souvent.
Donc, soyez rassurés si vous avez quelques larmes qui coulent ou que vous accompagnez quelqu'un avec ces outils et qu'il y a quelques larmes qui coulent, c'est normal, il faut juste accueillir. Pourquoi, en fait, ça peut susciter de l'émotion? Ben, c'est assez rare qu'on prenne du temps pour soi et que, comme si on s'adressait à soi-même, on se dise, tu sais, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je te fais subir, être speed tout le temps, mal dormir, pas assez dormir, se coucher tard, mal manger, trop travailler. Je suis désolé pour tout ça. Pardonne-moi vraiment. Pardonne-moi. Et puis tu sais quoi? Ben merci. Merci pour tous ces moments géniaux qu'on passe, pour ces moments de rire, pour ces loisirs qu'on fait. Merci pour tout ça. Et puis tu sais quoi? Comme si on se parlait à soi-même. Ben, je t'aime. Et c'est assez rare qu'on prenne ces moments privilégiés pour se dire tout ça, et encore plus pour se dire à soi-même, je t'aime. Et ça, des fois, du coup, ben, il arrive que ça crée un peu d'émotion. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si c'est le cas. Et s'il y a un moment comme ça d'émotion hein, qui se met en place. Voilà. Euh, J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'interpeller. Donc, à un moment donné, on accompagne la personne hein, et on lui dit, voilà, je vais vous accompagner silencieusement. Alors au début, on l'accompagne, hein, si on accompagne quelqu'un, on lui dit, vous allez maintenant pouvoir répéter ces 4 phrases que je vous ai expliquées tout à l'heure de cette vieille technique hawaïenne, comme si vous vous parliez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Puis on répète plusieurs fois, la personne le fait à l'intérieur d'elle-même, et à un moment donné, on va lui dire, vous allez pouvoir continuer à vous répéter ces phrases jusqu'à ce que vous sentiez que c'est complet et répétez à l'intérieur de vous. Et quand ce sera complet, vous pourrez faire un petit signe oui de la tête. Et là encore, on a notre signaling et on sait quand est-ce que c'est complet pour la personne, on a un indicateur. Voilà. Si on est tout seul et qu'on est en auto-hypnose, ben à un moment donné, on peut se faire OK aussi, hein, ou on peut se faire oui. Et puis à la fin de cette deuxième partie que je viens de vous donner, ben encore une fois, 2 solutions. Soit vous commencez à en avoir marre, etc., etc., soit vous avez envie de continuer. Et alors, si vous avez envie de continuer, je vous donne une troisième partie que vous pouvez faire. Si vous avez envie d'arrêter, quand vous le ferez, ben, vous comptez jusqu'à 3, vous vous ramenez. Sinon, on va passer à cette troisième partie. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, vous ne pouvez pas me mettre OK dans le chat puisqu'on est en léger différé, mais mettez-moi OK sur le club Hypno Coaching, mettez-moi OK dans un petit mail, ça va me rassurer, je vais sentir que je suis utile. Donc faites ça pour moi, je vous en supplie. Voilà. Approche de l'hypnose toujours, troisième partie. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très puissant. Alors vous allez dire, oh, c'est juste s'emmener sur un chemin, là, dans l'imagination, c'est du développement de perso et tout, c'est un peu de la daube, etc. Attention, si c'est bien fait, c'est très, très, très puissant. Moi, à une époque, j'accompagnais des chirurgies implantaires dentaires dans un cabinet d'implantologie privée. Vous irez sur YouTube, vous pouvez voir aujourd'hui des anesthésistes hein, qui font des accompagnements de petites opérations avec de l'hypnose. Et bien, croyez-moi, quand on amène les gens dans cet état hypnotique pour des opérations, on les emmène la plupart du temps dans un souvenir agréable, dans un paysage agréable. Mais on essaye de le faire bien. Et c'est très puissant. Quand l'esprit est parti ailleurs, le corps ne sent plus. Et juste ça peut créer, bien fait, peut créer des analgésies ou même des anesthésies complètes. Donc, si c'est bien fait, ça peut être vraiment très, très puissant. Donc, je vais vous demander de penser à un endroit que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien. Peut-être vous y êtes allé souvent ou juste une fois, mais vous êtes senti incroyablement bien et de vous emmener en promenade sur ce chemin. Alors, imaginons qu'on s'emmène dans une plage, vers une plage qu'on adore au bord de la mer, pour que le cerveau rentre dans l'expérience, pour qu'il y croie. En fait, on va utiliser l'imagination, mais pour que le cerveau y croie, le cerveau, en fait, il imagine bien les choses, il y croit. Son filtre, c'est nos 5 sens, en fait. Il va s'approprier les choses s'il y a des choses qu'il voit, des choses visuelles, des choses qu'il entend, auditives, des choses qu'il ressent, kinesthésiques, ou des choses même qu'il sent ou qu'il goûte. En PNL, j'en parlerai dans le prochain Zoom, hein, surtout soyez là la prochaine fois. On parle du VACOG visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, pour que le cerveau rentre dans le jeu,
il va falloir qu'on lui donne des éléments visuels, des éléments auditifs, des éléments kinesthésiques. Alors, on met souvent l'olfactif et le gustatif dans le kinesthésique. Donc, ça va donner quelque chose comme je me promène maintenant dans ce paysage et à chaque pas, chaque respiration, c'est comme voir le ciel bleu là-haut. Alors avancer encore, le bruit de la mer là-bas, un peu plus loin, auditif. Sentir l'air sur la peau, kinesthésique. Alors avancer encore, voir les vagues là-bas au loin, entendre le chant des oiseaux, alors avancer encore, entendre même peut-être le bruissement de leurs ailes et puis sentir le sol agréable sous les pieds, alors avancer encore, je vois, j'entends, je ressens, je vois, j'entends, je ressens. Vous pouvez le faire à voix haute, alors forcément à voix haute si vous accompagnez quelqu'un, mais en auto-hypnose, vous pouvez le faire à voix haute ou à voix basse ou par votre voix intérieure. C'est vous qui choisissez. Au début, c'est des fois plus puissant de le faire à voix basse ou à voix haute en auto-hypnose que juste dans la tête. Je vois, j'entends, je ressens. Et à un moment donné, je vais me sentir vraiment dans le truc. Et là, je vais m'installer. Et je vais me sentir, et je vais me dire que je me sens en complète sécurité. Je m'installe dans ce lieu, je m'installe agréablement et je suis en toute sécurité dans ce lieu. Ça aussi, c'est une technique hypnotique qu'on appelle le safe secure ou le lieu de sécurité. Alors, je me mets dans ce lieu en pleine sécurité. Voilà. Et là, en principe, je suis bien parti en hypnose entre tout ce qu'on a fait au début, la fixation d'un point, la cohérence cardiaque, voilà, le nettoyage, l'hoponopono. Et puis maintenant, dans un paysage agréable, et je m'installe. Si c'est bien fait, il est fort possible qu'on soit en hypnose, qu'on soit même profondément en hypnose. Alors, vous savez, quand on est en auto-hypnose tout seul, on ne sait jamais trop. J'y suis pas, je sais pas trop, c'est normal. Vous cassez pas trop la tête. Si vous commencez à imaginer des choses, à aller voir, etc., c'est que vous êtes en train d'entrer dans un état hypnotique, profitez-en. Savourez, vous ne posez pas 36 000 questions. Ce ne sont pas des choses intellectuelles, ce sont des choses surtout expérientielles. Et du coup, l'idée, c'est que quand on est dans cet état-là, qu'on est dans notre lieu de sécurité où on se sent tellement bien, là, comme on est quand même hypnotisé, on a plus facilement accès à notre inconscient. Donc, dernière petite chose, pourquoi pas commencer à lui parler, à lui demander des trucs à notre inconscient. Alors, c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est pas conseillé pour les schizophrènes. Parce qu'en fait, on va aller parler à une partie de soi-même. Ça peut faire bizarre, la prochaine. Donc, mettez-vous tranquille. Si c'est la première fois et puis que votre conjoint passe, il va trouver ça bizarre. Plus jamais tu vas écouter les trucs du mec là-bas sur Internet, là, Guillet, parce que ça te fait faire des trucs bizarres. Bon. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de se parler à soi-même. Mais ça peut être très puissant. Alors prenez le temps, vous êtes installé, vous êtes dans votre lieu de sécurité, et là, vous allez parler à votre inconscient. Et pourquoi pas lui demander de mettre en place, de vous aider à bien mettre en place une autosuggestion très importante du tout premier replay, par exemple. Ça pourrait être intelligent. Alors pour parler à son inconscient, il va falloir lui parler gentiment. On a tendance à dire que l'inconscient, il réagit émotionnellement un peu comme un enfant de 5-6 ans. Donc, si vous l'engueulez et que vous lui parlez mal, il va se barrer, il va s'en aller. Donc, soyez gentil avec lui. Ça peut donner quelque chose comme je suis installé sur cette plage, je me sens incroyablement bien et en sécurité. Et là, c'est la première fois, cher inconscient, je voudrais tellement me mettre en contact avec toi. Alors, s'il te plaît, écoute-moi. Entends combien c'est important pour moi. Peut-être tu as déjà remarqué ces autosuggestions que j'ai commencé à répéter, à mettre en place, et puis surtout celle-ci, qui est tellement importante pour moi. Cette autosuggestion qui dit je prends confiance en moi davantage chaque jour et je commence ainsi à m'ouvrir à des réussites. C'est tellement important pour moi. Je voudrais que tu l'entendes, cher inconscient, que tu me donnes ton accord pour m'accompagner tous les jours là-dessus, à mettre ça en place. Peut-être même tu vas pouvoir m'envoyer des images de moi dans cette dynamique-là. Peut-être là maintenant, ou peut-être demain ou après-demain, après cette séance, quand tu te sentiras prêt. Mais cher inconscient, je voudrais tellement que tu me donnes ton accord pour m'accompagner dans cette direction-là, que tu mobilises toutes les ressources utiles pour aller dans cette direction-là. Peut-être même tu pourras me faire un petit signe oui si tu es d'accord, mais
c'est la première fois qu'on se parle, on ne se connaît pas encore bien, donc peut-être tu es timide, tu ne vas pas me dire oui tout de suite, mais entends-le, s'il te plaît. Voilà. Aide-moi à mettre tout ça en place. Puis vous lui répétez plusieurs fois l'autosuggestion qui est importante pour vous. Puis à un moment donné, vous allez prendre un petit temps silencieux, un temps pour intégrer, vraiment un temps d'intégration. Alors moi, quand j'accompagne les gens, je donne un temps. Je leur dis, je vais maintenant vous accompagner silencieusement 30 secondes ou une minute silencieuse sans ma voix, une minute silencieuse du temps d'une montre. Parce qu'en fait, si on ne time pas, en hypnose, certaines personnes vont se sentir perdues, ça va les angoisser un peu, voilà, de ne plus être accompagnées. Donc, quand il y a un temps, ça sécurise. Voilà. Alors vous, vous êtes tout seul, donc donnez-vous un petit moment. Et en fait, c'est un moment où, voilà, si j'accompagnais quelqu'un, je dirais pendant cette minute silencieuse, l'inconscient va intégrer le meilleur et seulement le meilleur de cette séance et de ces demandes. Et quand tout à l'heure, vous rouvrirez les yeux, l'inconscient aura intégré le meilleur et commencera à l'épanouir dans votre vie au jour le jour, de plus en plus facilement tous les jours. Voilà, on est déjà dans la suggestion post-hypnotique. Il y a un temps d'intégration, puis pour le meilleur après. Et ça, c'est très puissant. Et puis, une fois que vous avez fini, ben, tout simplement, vous comptez, alors jusqu'à 5, là peut-être, puisque vous étiez un peu plus profondément. Avec le 1, je prends un moment pour me remercier vraiment pour ce moment que j'ai osé prendre pour moi. Avec le 2, je remercie toutes les parties de moi-même, le conscient, l'inconscient, parce qu'au fond, tout ça, c'est moi dans mon unicité. Et du coup, je vais laisser tout ça se réassocier parce que moi, c'est l'ensemble. Et puis avec le 3, je reprends conscience maintenant de ma position sur la chaise, des bruits autour. Avec le 4, je commence à m'étirer, mes paupières sont plus légères. Et puis avec le prochain chiffre, l'inconscient va être vraiment prêt à mettre tout ça en place. Avec le 5, je rouvre les yeux. Je reviens ici et maintenant incroyablement bien. Je suis heureux de cette expérience que j'ai faite. Voilà. Vous avez donc tout le déroulé pour, dès la fin de ce Zoom, dès demain, parce qu'il est peut-être tard, mettre tout ça en place et faire cette expérience-là. Donc, je ne vous répète pas tout le process, hein, vous pourrez le réécouter sur ce Zoom, qui était donc en léger différé. J'espère que vous avez apprécié. Ça vous permet aussi de vous arrêter. Vraiment, posez-moi des questions si besoin. Ne restez pas avec des choses qui seraient en attente et sur lesquelles vous voudriez des réponses. Je suis là en vrai et pas en différé, là, pour le coup. Par mail ou sur le club Hypno Coaching, c'est promis, s'il y a des questions, je vous réponds. Hein, donc surtout, allez-y, faites-le. J'espère que ce moment vous a été utile, agréable, que vous avez appris des choses. Franchement, faites les homework, vous vous souvenez. Donc, c'est quoi le homework là ce soir? Ce serait de finir ceux d'avant, parce que je ne suis pas bien sûr que tout le monde les ait faits. En particulier le spire, se mettre en contact, etc. Bon, je ne vais pas vous chambrer, mais vous savez que sans action, c'est cuit. Mettez-vous en action. C'est écrit là, je vous avais déjà présenté cette pyramide de l'apprentissage. 70% de ce qu'on partage avec les autres, Club Hypno Coaching, et question pour moi, 80% de ce qu'on fait et 95% de ce qu'on explique aux autres. Donc, rentrez dans ces pourcentages-là pour intégrer, sinon, tout ce que je vous ai raconté, ça va rester un peu lettre morte. Donc, agissez, utilisez le Club Hypno Coaching, c'est vraiment très important et je suis à votre disposition. J'en ai parlé au début, mais je termine quand même dessus. C'est vraiment important. Il y a un prochain cycle de la formation Hypno Coaching qui se lance, groupe de 20, plus beaucoup de place. Faites vite, vraiment. Faites vite, vraiment. C'est important. Marche à suivre. Vous m'envoyez très rapidement un email avec vos disponibilités ou avec votre téléphone pour que je vous rappelle, ou encore mieux, mais vous avez reçu un lien normalement par mail là, pendant ce Zoom. Avec ce lien, vous cliquez sur ce lien dans le mail et vous prenez un rendez-vous avec moi. Il y a un petit calendrier qui est mis à jour régulièrement. 30 minutes de rendez-vous. Je vous envoie un lien Zoom le matin du rendez-vous, mais si vous ne pouvez pas par Zoom, vous répondez au mail et je vous appelle. Ça permet de faire le point sur votre situation. Ce n'est pas de la vente forcée, encore une fois, c'est faire le point sur votre situation. Est-ce que c'est adapté à votre situation? Sachez-le, sur YouTube, il y a aussi une présentation de notre catalogue, que vous en compreniez la cohérence entre Hypno Coaching, Leader Coach, la formation de consultant bien de compétences, le mastermind de développement d'activité, parce que ce n'est pas le tout de se former, après il faut pouvoir travailler. Bref, il y a une vraie cohérence, je pense, dans tout ce qu'on fait.
qui est issu de, on a formé quand même maintenant des centaines de coachs, donc c'est issu aussi de notre expérience pour que vraiment vous puissiez utiliser le meilleur et que vous travaillez vraiment si vous voulez travailler. Mais sachez-le, c'est aussi une vraie expérience de développement personnel. Tous les étudiants le disent, vous avez peut-être vu hein, le petit Zoom que je vous ai envoyé avec un lien de témoignage. Tous les étudiants le disent, il y a un avant et un après, hein, y compris sur le plan, alors aussi bien sur le plan personnel. C'est un vrai travail sur soi, cette formation, pendant un an, que sur le plan professionnel. Donc, un an de formation, 2 séminaires présentiels près de Nantes. On y fait beaucoup de pratiques dans ce château-là. De la pratique qui est plus difficile à faire en ligne, hein, puisqu'autrement, c'est chaque semaine en ligne, il y a un Zoom. Il y a, je vous le rappelle également, l'accès à un site fermé de formation où vous rentrez avec un code, tous les contenus et les replays sont déposés au fur et à mesure. Et puis, un jeudi par mois, les aquariums animés par Mélanie, des études de cas, et puis des gens qui se lancent sur un protocole, on croise les feedbacks. Le site de formation, les aquariums, ça reste ouvert gratuitement, même après la formation. Pour les présentiels, comme je fais des offres qui, je pense, financièrement sont incroyables, incroyables. Cherchez partout des formations de cette densité-là avec tout ça. Je suis très fier de vous les offrir à ce prix-là, vraiment. Donc, je demande juste pour chaque séminaire une participation aux frais qui est payable au moment des séminaires de 95 €. C'est juste ça. C'est vraiment une petite participation aux frais de salle. Et puis, pourquoi la Planguetière près de Nantes? Parce que c'est un lieu qui est vraiment sympa à la campagne. Et puis, ils ont ces chalets, studios et appartements où vous pouvez vous loger en pension complète, petit-déj, déj, repas du soir, logement pour 60 € par jour. Donc, hormis le coût du voyage, franchement, c'est vraiment, vraiment adapté. Ne me faites pas le coup de « c'est trop loin, moi je suis à Marseille ». Là, dans la prochaine promo, il y a quelqu'un qui va venir de Guyane. Il y a souvent des Belges, des Suisses. La promo d'avant, il y a quelqu'un qui est venu de Mayotte. Donc, sincèrement, c'est une question de choix. Si ça a du sens pour vous, vous vous souvenez le sens hein, de vous former, alors vous allez trouver comment. Et puis, soit pour faire un maximum d'économies, vous payez en une fois, soit il y a des étalements qui augmentent vraiment pas beaucoup les prix. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous le dis, je n'inscris absolument personne sans un entretien préalable. Donc, commencez par cliquer sur ce lien, enfin, le lien que vous avez reçu dans le mail, là, celui qui est sur le Zoom, ici, ou laissez-moi même un message si les rendez-vous, les créneaux de rendez-vous ne vous allaient pas sur le petit calendrier. À ce moment-là, au 06 88 32 58 49, vous m'envoyez un petit SMS. Pas la peine de m'appeler, je ne réponds jamais. Donc, vous m'envoyez un petit SMS ou vous me laissez un message vocal avec vos disponibilités et je vous promets, en général, dans la journée, je rappelle ou je rappelle sur vos créneaux, je me débrouille toujours pour m'arranger. Je serais vraiment ravi. J'adore ces moments de rendez-vous qui permettent d'échanger, de découvrir votre réalité, qui me permettent de répondre au plus près à vos besoins, de voir si la formation est adaptée ou pas. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas un souci, croyez-moi. D'abord, j'en prends 20. Et puis ensuite, on passe un an ensemble, un an incroyablement riche, des séminaires incroyables. La dernière fois, ils m'ont fait un haka. Enfin bref, des moments qui sont incroyablement forts aussi émotionnellement. Alors croyez-moi, je ne vais pas vous forcer. Moi, j'ai vraiment envie que les gens qui sont là aient envie d'être là et que ce soit porteur pour eux et que ça leur permette d'épanouir leur projet. Voilà, donc vous avez bien compris, le plus simple, c'est de prendre un petit rendez-vous ou de m'envoyer un mail pour que je vous rappelle ou un SMS. C'est maintenant, hein, vraiment, pour participer à l'aventure hypno-coaching. Donc faites-le maintenant. J'ai hâte. On a tellement de cycles qui ont été faits. Déjà, j'ai vraiment hâte du prochain et de vous retrouver. J'adore lancer ces aventures. J'ai beaucoup de chance, en fait, de faire ce métier-là. Bref, je ne vais pas me mettre à pleurer de la chance que j'ai. J'espère que vous pourrez profiter de cette chance, me rejoindre et rejoindre les différents formateurs dans cette formation. Et puis, pour ce qui est de cette initiation, ben, il reste encore un Zoom. Hein. Donc, vous allez recevoir les liens de tout ça. On se retrouve la prochaine fois. J'espère que je retrouve vos homework et vos retours sur homework par mail ou dans le club Hypno Coaching. Allez sur Facebook dans le club Hypno Coaching. Si cette initiation vous a plu, faites-moi ce plaisir. Allez le partager sur le club Hypno Coaching et partagez-y vos homework également. Faites-moi des retours. C'est vraiment très, très utile pour moi. Et puis, voilà, on arrive à la fin de ce Zoom. La bienveillance, c'est tellement important dans la vie que je vais finir comme je finis d'habitude.
D'ici à la prochaine fois, soyez bon avec vous-même, soyez bienveillant avec les autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout ce soir. Faites les exercices, j'espère vous avoir apporté un peu quelque chose. Bye bye, ciao, merci beaucoup.